à ce webinaire proposé par le SMAG, donc le syndicat mixte des mobilités de l'Arc grenobloise, et animé par Pascal Rassa du cabinet Citica, que je remercie. Il se présentera dans quelques instants. Donc, ce webinaire vous est proposé dans le cadre du dispositif MPRO. C'est un dispositif d'accompagnement gratuit proposé par le SMAG aux employeurs qui veulent mettre en place un plan de mobilité employeur. Et ce dispositif intègre des outils, des services et des tarifications préférentielles. À ce jour, le SMAG accompagne à peu près 250 établissements dans la mise en place de leur plan de mobilité. Clémence, je te laisse te présenter. Oui, donc bonjour à tous, Clémence Rouchez. Je suis en charge avec Lorraine et l'équipe MPRO d'accompagner les établissements donc, dans leur démarche de plan de mobilité. Et je suis notamment en charge des plus petites structures. J'ai aussi un volet covoiturage, donc je suis en charge d'accompagner les projets au niveau du covoiturage. Super, merci. Donc, je vais me présenter dans 2 petites minutes, juste expliquer un peu les règles de bonne conduite. Mais bon, je suppose que vous avez l'habitude en ce moment de participer à des webinars. Donc, bon, mettre les écouteurs autant que possible, couper le micro quand vous ne parlez pas pour éviter d'avoir les bruits de fond. Voilà, vous avez la possibilité d'interagir avec le chat. Alors moi, je l'explique au départ, j'ai un peu de mal à suivre à la fois le chat et la présentation, donc c'est Lorraine et Clémence qui du coup me feront passer vos questions, mais vous pouvez aussi m'interrompre au fur et à mesure de la présentation et me poser vos questions en direct. On a créé une petite page sur laquelle vous allez avoir la possibilité de télécharger le support de cette session. Donc c'est citica.com/smmag, tout attaché. Vous allez trouver des infos à la fois sur le télétravail et puis la possibilité de télécharger donc, le support au format PDF. Et dernier point, on va enregistrer cette présentation. On est en train d'enregistrer d'ailleurs cette présentation. Donc pour ceux qui ne sont pas OK sur la diffusion de leur image, si vous pouvez juste fermer la webcam, et ça ne vous empêche pas évidemment de poser vos questions et autres. Mais l'objectif, c'est de diffuser cette session sur le site du SMMag, enfin, voilà, et d'avoir la possibilité de communiquer au-delà de cette réunion, si vous êtes d'accord. Voilà, alors pour Pascal, juste un petit souci technique, j'ai des personnes qui n'ont pas le son. Qui n'ont pas le son. Alors, ça doit venir de leur ordinateur, du coup, parce que là, tout est ouvert. Est-ce que la plupart m'entendent? Est-ce que vous pouvez juste dire sur le chat si vous m'entendez bien? Oui, apparemment pour certains. Voilà. Enfin, là, ça vient après des ordinateurs sur lesquels il faut ouvrir je sais pas, mettre un casque. On ne pourra pas faire grand-chose de plus, là, malheureusement. Je vais regarder J'en ai juste peur. le Il y a chat. un petit icône en bas à gauche, activer le son qui apparaît pour quand on se connecte normalement. Ouais, je vois que la plupart quand même arrivent à entendre bien, donc ça a l'air OK. C'est bon? On va continuer parce que de toute façon, là, on ne pourra pas faire grand-chose de plus, malheureusement. Mais... Non. OK, donc juste pour me présenter, donc moi je m'appelle Pascal Rassa, je suis gérant d'un cabinet qui s'appelle Citica, qui est un cabinet spécialisé depuis plus de 15 ans sur les questions de télétravail. Donc on accompagne les entreprises privées et les organisations publiques sur les déploiements du télétravail au travers d'ateliers de construction, enfin de co-construction avec les acteurs de l'entreprise, rédaction des documents contractuels, accompagnement à la négociation en instance. Et puis, on accompagne également tout le changement, à la fois changement technique et organisationnel, notamment par des formations en présentiel ou à distance. Voilà, je suis auteur aussi de 2 ouvrages qui sont parus en 2011 aux éditions territoriales sur les questions de mise en œuvre du télétravail et de déploiement des tiers-lieux. Voilà, juste peut-être un petit mot sur cette notion de tiers-lieu, enfin on aura l'occasion de la creuser un peu plus tard. Tiers-lieu, c'est un lieu tiers entre le domicile et le bureau. Donc, c'est un lieu sur lequel les personnes peuvent télétravailler. Alors, évidemment, pas dans la situation actuelle, puisque avec les règles de distanciation sociale, c'est un peu difficile de travailler dans des lieux publics. Mais le tiers-lieu est une option qui est possible aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Donc, on aura l'occasion d'en rediscuter. Alors, le cadre juridique, juste pour faire une petite introduction, donc l'objectif de la session, c'est d'échanger sur les questions de continuité de reprise d'activité en télétravail. Donc,
Ce que je vous propose, c'est d'abord de faire une petite introduction juridique très rapide sur ce qu'est le télétravail aujourd'hui, comment, par quel texte il est régi. On passera ensuite sur les questions on essaiera de distinguer le télétravail en situation de crise et dans une situation normale. Et puis, on terminera par comment on déploie le télétravail dans un cadre sécurisé et comment on peut gérer aussi peut-être les prochaines semaines et peut-être malheureusement les prochains mois pour déployer une forme de télétravail sécurisé. Alors là, sur ce petit tableau que vous devez avoir à l'écran, hein, vous avez en fait l'ensemble des textes liés au télétravail public-privé, hein, donc dans les deux secteurs. Donc le cadre juridique, déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est déjà ancien, hein, puisque les premiers textes datent d'il y a 18 ans. C'est à la fois très peu, mais c'est aussi beaucoup, hein. Ça a permis quand même de tester, d'envisager pas mal de déploiements dans des organisations. Donc, tout est parti en fait d'un accord européen sur le télétravail et progressivement, ça a été complété en fait par un certain nombre de textes nationaux. Donc, deux lois déjà en 2012, hein, la loi Sauvadet pour le secteur public, la loi Warsmann pour le secteur privé. La loi Warsmann qui a introduit le code du travail le télétravail dans le code du travail, pardon, en créant 3 nouveaux articles. Et puis après, vous avez un certain nombre de textes que vous avez notés ici qui viennent préciser en fait le cadre d'exercice, hein, les ordonnances de 2017 qui précisent le mode de déploiement dans le secteur privé. Et jusqu'au décret du 5 mai 2020, donc vous voyez que le cadre a évolué très récemment, hein, puisqu'on a eu un décret la semaine dernière, en fait, qui en fait change complètement la donne sur les déploiements du télétravail dans le secteur public. Voilà, donc on va essayer de voir aujourd'hui quelles sont ces différentes modalités. Alors déjà, secteur, je vous ai fait un petit tableau en 15 points, hein, donc pour essayer de synthétiser un peu ce qu'est le télétravail dans un cadre normal, on va dire, aujourd'hui. Donc vous avez à la fois secteur privé, secteur public. Donc pour le secteur privé, le télétravail est régi par la loi Warsmann de 2012, par le Code du travail et par les ordonnances de 2017, hein, qui, on l'a dit, ont changé un peu la donne en matière de déploiement pour le secteur privé. Pour le secteur public, c'est la loi Sauvadet de 2012, le décret de 2016 et le décret de 2020 qui, là aussi, ont changé beaucoup de choses. Ce qu'on peut dire avec le nouveau décret du 5 mai, c'est que le cadre de mise en œuvre pour le secteur privé et pour le secteur public sont aujourd'hui à peu près identiques, ce qui n'était pas forcément le cas avant le décret du 5 mai 2020. Donc ça, c'est intéressant quand même à préciser. On verra sur quelle modalité notamment. Donc premier point, tout salarié, tout agent de la fonction publique peut aujourd'hui déposer une demande de télétravail et attendre une réponse motivée de la part de son employeur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un salarié peut dire « je souhaite télétravailler, est-ce que vous pouvez m'accorder le télétravail ?» Ce qui ne veut pas dire évidemment que l'employeur est tenu de l'accorder. Et il peut refuser la mise en œuvre du télétravail sous condition de le justifier sur des critères objectifs. Alors, c'est quoi des critères objectifs, hein? C'est là qu'on rentre dans quelque chose qui est un peu difficile à comprendre et peut-être à expliquer aussi. Les critères objectifs, c'est en fait des critères qui ne sont pas des critères individuels, hein, liés à la personnalité de l'encadrant, par exemple. On entend beaucoup, nous, dans des formations, que les encadrants disent moi, je ne suis pas favorable au déploiement du télétravail, donc je le refuse pour mon service. Et ça, évidemment, ça ne peut pas être considéré comme un critère objectif. Un critère objectif, c'est un critère qui s'appuie souvent sur ce qui a été dit aux salariés lors d'un entretien d'évaluation, en disant par exemple, il y a aujourd'hui un problème d'autonomie technique, autonomie professionnelle, organisationnelle, qui peut, là, pour le coup, justifier tout à fait un refus de télétravail. La possibilité de recours en cas de refus, alors chaque salarié ou agent de la fonction publique peut effectivement déposer un recours. Alors pour le secteur privé, c'est essentiellement interne. Pour le secteur public, depuis le décret du 5 mai, ça peut se faire devant la CAP ou la CCP. Donc ça, c'est un point important, ça veut dire qu'on peut contester un refus de télétravail. Voilà, donc d'où l'importance effectivement de pouvoir le justifier sur des critères réellement objectifs. La mise en œuvre, donc, alors là, c'est là où le décret du 5 mai a un peu aligné secteur public avec secteur privé. Jusqu'à maintenant, il y avait une nécessité d'avoir une forme de contractualisation du télétravail. Depuis les ordonnances de 2017 pour le secteur privé et depuis le décret du 5 mai 2020 pour le secteur public, une simple autorisation écrite suffit.
Donc, ça veut dire qu'un salarié pour le secteur privé qui demanderait le télétravail à télétravailler la semaine prochaine pourrait tout à fait, sous réserve que son encadrant lui donne un accord, être avec une autorisation écrite, hein, c'est-à-dire soit un mail, soit un document papier, autoriser la pratique du télétravail sur la semaine prochaine. Voilà, donc ça peut se faire sous cette forme-là. Jusqu'à maintenant, ce n'était pas possible pour le secteur public. Ça l'est depuis le 5 mai, hein, puisque le décret prévoit effectivement que la mise en œuvre du télétravail peut se faire soit sur la base d'un arrêté collectif et d'un arrêté individuel, soit sur la base d'une simple autorisation écrite. Voilà. Donc aujourd'hui, on a à peu près tous les outils et tous les moyens de déployer le télétravail. Ça peut se faire aussi bien de manière très contractualisée et très formelle, ce que nous, on aura tendance à vous conseiller, on verra tout à l'heure pourquoi, comme ça peut se mettre en place de manière extrêmement souple. D'accord ? C'est-à-dire extrêmement souple, ça veut dire une demande du salarié, un accord de l'encadrant, et ça se met en route le lendemain, le surlendemain ou 72 heures après. Je ne sais pas s'il y a des questions déjà. Oui, il y a déjà une question. Est-ce que pour le public, la délibération reste une obligation préalable? Alors, pour le public, non. Alors, toujours pareil, hein, on expliquera ça plus précisément tout à l'heure. Hein. Comme je le disais, la contractualisation est toujours préférable. Pourquoi? Parce que ça va permettre de poser un cadre et de définir des règles en démarrage. Maintenant, on peut tout à fait, dans des conditions telles qu'on les connaît actuellement, c'est-à-dire situation de crise, mais aussi dans des conditions, par exemple, de grève des transports, comme on l'a connu fin 2019, ou un événement climatique, hein, genre neige, tempête, inondation, mettre en place le télétravail sans délai et donc sur la base d'une simple autorisation écrite. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas effectivement besoin de délibération. Après, au-delà de la délibération qui est un acte administratif, hein, ce qui est important de se poser surtout, c'est est-ce qu'il y a besoin d'un règlement d'exercice du télétravail, aussi bien pour le privé que pour le public? Et à mon avis, la réponse est oui, quoi, parce qu'on verra tout à l'heure, hein, mais le télétravail, ça entraîne quand même pas mal de changements sur le mode d'organisation de l'entreprise ou de l'organisation publique. Hein. Et donc, du coup, ça nécessite de réfléchir en amont sur des règles, sur des outils, sur des méthodes, et de poser un certain nombre de garde-fous pour éviter des dérives. Voilà. Donc, c'est pas aujourd'hui indispensable, on peut aller au-delà, mais ça nécessite effectivement d'avoir cette réflexion en démarrage pour savoir la manière dont on le fera. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Pas pour l'instant. Alors, le lieu de télétravail dans le privé, c'est tout lieu régulier accepté par l'employeur. Donc, ça veut dire que vous, employeur, vous pouvez tout à fait définir le télétravail depuis le domicile, depuis un bureau excentré, depuis un lieu public ou depuis un lieu ou un tiers-lieu géré par un opérateur privé. Voilà. Alors, sachant qu'un tiers-lieu, il y a des coûts. C'est-à-dire que forcément, il y aura des coûts de location qui se feront à la demi-journée ou à la journée. Donc, il y a une réflexion préalable. On verra que dans le cadre juridique, hein, la prise en charge des coûts a pas mal évolué depuis les ordonnances de 2017 et le décret de 2020 pour le public. Donc ça, on le verra tout à l'heure. Mais à la base, un employeur privé peut autoriser le télétravail depuis n'importe quel type de lieu. Pour le secteur public, c'est un peu plus restrictif. C'est-à-dire qu'en théorie, on peut télétravailler depuis le domicile. Hein, ça représente 95% à peu près des situations de télétravail. On peut télétravailler aussi depuis un tiers-lieu, sous réserve qu'il était accepté par l'employeur. Mais le tiers-lieu s'entend comme un lieu professionnel. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quel type de lieu, un café par exemple. Un salarié du privé pourrait tout à fait, si l'employeur l'accorde, télétravailler depuis un McDo, depuis un café, depuis n'importe quel lieu public. Dans le secteur public, ce n'est pas tout à fait la même chose encore. C'est-à-dire qu'il faut effectivement un lieu qui soit un lieu professionnel et donc un lieu destiné effectivement au travail. Voilà, et le décret du 5 mai rajoute aussi quelque chose qui est intéressant, qui est en fait la capacité de télétravailler depuis le domicile d'un parent. Donc ça, l'idée, c'est en fait d'apporter une solution complémentaire pour les aidants familiaux. Il n'y avait pas forcément de solution de premier niveau, on va dire, pour permettre à des aidants familiaux de télétravailler, enfin de télétravailler, par exemple, non pas uniquement depuis leur domicile, mais aussi depuis le domicile de leurs parents, par exemple. Voilà, c'est rendu possible par le décret du 5 mai. Donc ça, c'est une mesure aussi qui est assez intéressante. Alors, une petite question, est-ce que ça veut dire que le salarié, lorsqu'il demande l'accord du télétravail, doit préciser où il a l'intention de télétravailler? Oui, absolument, parce que c'est les questions de responsabilité qui sont posées.
Donc, pour des questions d'accident du travail, pour des questions enfin, déjà que l'employeur, effectivement, doit savoir où son salarié travaille, il est important que dans l'autorisation temporaire écrite, soit noté le lieu, non seulement le lieu, mais aussi le temps de télétravail. C'est-à-dire à quel endroit la personne va télétravailler et dans quels horaires. Hein. C'est-à-dire, est-ce que ça va être sur les horaires classiques de bureau ou est-ce que ça va être sur des horaires qui pourront être éventuellement dérogatoires de ceux du bureau. J'ai encore une petite question, Oui. Pascal. Vous me dites, hein, est-ce que le lieu de télétravail doit comporter alors des critères? La surface, est-ce qu'il faut que ce soit un endroit silencieux, etc. Alors, il y a des critères objectifs qui sont les critères professionnels. Hein. C'est clair qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de travailler depuis un placard. Donc, il faut effectivement une surface minimum. Alors là, je ne saurais pas vous dire, hein, c'est les règles professionnelles qui s'appliquent. On verra tout à l'heure, par exemple, dans la situation de crise qu'on vit actuellement, c'est un minimum de 4 mètres carrés par salarié. Voilà, donc ça c'est une règle basique. Après, sur les autres critères, le fait que ça soit depuis un bureau, par exemple, déconnecté des sollicitations familiales, c'est des critères qui restent des critères demandés par l'employeur, mais pas précisés par la loi. Donc du coup, c'est à la charge de l'employeur de définir quel cadre de télétravail il souhaite proposer ou demander aux salariés, aux agents qui fonctionnent en télétravail. Voilà, donc ça se fait la plupart du temps. On parlait tout à l'heure de règlement de télétravail. Hein. C'est tout l'intérêt de contractualiser le télétravail, c'est que l'employeur va pouvoir fixer des garde-fous, comme je le disais, des règles, et que ces règles sont, à mon sens, vraiment primordiales pour que ça se fasse bien, notamment sur les questions de lieu, par exemple. Voilà. Sur le temps de télétravail, donc en théorie, dans le secteur privé, on peut aller jusqu'à un temps plein. Donc voilà, même dans une situation classique, hein, je parle là de hors crise. Dans le secteur public, c'est un maximum de 3 jours par semaine. Alors, on va voir que ces formules, quand même, ont pas mal évolué avec les derniers textes juridiques. Bon, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que dans la pratique, dans le secteur privé, même si c'est possible, vous avez très peu d'organisations privées qui autorisent le télétravail au-delà de 3 jours par semaine. C'est-à-dire que la plupart du temps, on parle non pas de télétravail à temps complet, hein, comme c'est le cas actuellement. Hein. Est-ce que d'ailleurs ce qu'on vit actuellement est réellement du télétravail? C'est une question aussi qu'on peut se poser. Mais on est plus sur ce qu'on appelle du télétravail pendulaire, hein, c'est-à-dire en gros une minorité du temps de travail qui est passé en télétravail, donc à domicile ou dans un tiers-lieu, et une majorité du temps qui reste passé depuis le bureau. D'accord. Et d'ailleurs, nous, en tant que consultants et formateurs, hein, c'est ce qu'on conseille aussi, c'est-à-dire que on se rend compte que le télétravail pratiqué à temps plein peut poser des vrais soucis en termes de lien avec l'équipe, d'organisation, de méthodologie, d'outils aussi. Donc on rentre dans quelque chose qui est quand même autrement, enfin qui est très différent d'une organisation classique au bureau. Donc voilà, 2 jours par semaine, c'est vécu par les salariés comme une pause dans les déplacements. Hein, je veux dire, pas une pause professionnelle évidemment, mais un moment où on n'a pas à se déplacer, où on évite de passer 1 heure le matin, 1 heure le soir dans les bouchons ou dans les transports en commun. C'est vrai qu'à partir de 3 jours par semaine, on rentre dans quelque chose un peu plus dur à accepter, à la fois collectivement et individuellement. Donc nous, on a tendance à dire qu'il faut bien réfléchir pour une entreprise, pour une organisation, avant de passer ce cap des 3 jours. À mon avis, 1 jour à 2 jours, c'est parfait. À partir de 3 jours, ça devient plus compliqué. On nous demande si le support sera transmis à la fin de la réunion. Alors, en fait, on a créé une petite page internet à laquelle vous pouvez vous connecter dès maintenant. Hein. C'est citica.com/smmag, tout attaché, SMMAG, sur lequel vous allez avoir la possibilité de télécharger effectivement le support de formation au format PDF. Voilà, je le redirai peut-être à la fin de la réunion. Voilà, alors vous avez quand même des formules là on a parlé de formules de jours fixes par semaine, hein, qui restent quand même la règle dans beaucoup d'organisations, hein, c'est-à-dire autant public que privé, on est sur des bases souvent de jours fixes par semaine, mais on a la possibilité d'avoir des formules de jours flottants. Alors ça c'est intéressant parce qu'en fait c'est des formules qui sont très adaptées à certains profils de poste, métiers, aux encadrants notamment. Ça permet en fait, au lieu d'avoir un calcul à la semaine, ça permet d'avoir un calcul au mois ou à l'année. Donc ça veut dire que par exemple, au lieu d'avoir, imaginons 2 jours fixes par semaine, on pourrait tout à fait imaginer d'avoir 8 jours par mois flottants, ou d'avoir 30-40 jours par an flottants. Alors flottant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'organisation va définir des règles de dépôt de ces jours.
Donc, elle va dire, par exemple, les jours devront être déposés à minima avec un délai de préavis de 48 heures, 72 heures. Et qu'une fois que les jours auront été déposés, il faut obtenir évidemment l'accord de l'encadrant. C'est une base en fait d'autorisation temporaire. Hein. Voilà, c'est une autorisation temporaire de télétravail sur une base de jours flottants. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant pour les encadrants. C'est très intéressant aussi pour les profils très autonomes. C'est-à-dire, par exemple, les chargés de mission, les personnes qui sont amenées à beaucoup bouger, à être à la fois nomades, mais qui souhaitent en plus d'être nomades, devenir aussi télétravailleurs. Alors, on a une formule qui fonctionne très très bien dans ce cadre-là et pour ces profils-là. Pas de questions là-dessus, non? Des salariés en temps partiel. Alors, le temps partiel n'est pas incompatible avec le télétravail, sous réserve, alors là je vais parler pour le secteur public, hein, mais ce qui est dit dans le cadre juridique pour le secteur public, c'est d'avoir un temps de présence minimum dans l'entreprise, dans l'organisation. Ça veut dire qu'on peut tout à fait cumuler un temps partiel et un télétravail, mais à condition que ça ne diminue pas le temps de présence physique, on va dire, hein, dans l'entreprise. Donc souvent, le télétravail est réservé à des personnes qui sont à 80% et au-delà. Voilà. En deçà, ce n'est pas pour des 50%, par exemple, pour un mi-temps, temps partiel, généralement, ce n'est pas autorisé. Mais ça, pareil, il n'y a rien de noté dans la loi là-dessus, c'est vraiment à l'entreprise ou à l'organisation publique de définir ses règles sur ce point-là. La réversibilité, alors ça, c'est un mot-clé du télétravail en France, hein, c'est réversibilité, ça veut dire qu'à tout moment, on peut revenir en arrière. À tout moment, mais quand je dis à tout moment, ce n'est pas uniquement dans une période de préavis, au moment où vous avez décidé à tout moment du contrat en télétravail, vous pouvez revenir en arrière. Donc là, on parle évidemment plutôt des jours fixes, hein. Formule de jours flottants, voilà, c'est de l'autorisation temporaire, donc on est dans un autre cadre. Par contre, si vous avez autorisé vos salariés ou vos agents à télétravailler sur une base d'1 jour ou de 2 jours par semaine fixe, vous avez à tout moment la possibilité de dire stop, on arrête, si vous constatez qu'il y a des dysfonctionnements, des problèmes particuliers liés à l'individu, liés à la technique, hein, liés à l'organisation elle-même, hein, ça peut être varié. Après, c'est ce qu'on vous a demandé en démarrage, on vous le redemandera ici, c'est-à-dire qu'il va falloir justifier de votre retour en arrière. C'est-à-dire qu'il faut que vous, employeur, soyez en capacité de dire pourquoi vous arrêtez. Voilà. Après, voilà, tout se justifie évidemment, hein, mais il faut effectivement le faire, je le disais tout à l'heure, sur des raisons objectives. Donc il faut bien réfléchir à ça en démarrage, c'est quand même un point très important. Des questions là-dessus? Alors jusqu'à présent, le télétravail à 100% pouvait paraître comme une mise à l'écart du salarié, or c'est devenu la règle avec le confinement. Peut-on donc revenir en arrière même en ce moment? Alors ça, si vous voulez bien, on l'abordera juste après, parce qu'en fait, c'est évidemment une question qu'on se pose actuellement. Hein. Donc, j'ai prévu juste une petite présentation là-dessus, donc je vous expliquerai juste après ce qui est prévu sur ce point. Pas d'autres questions? Très bien. Alors, la durée de l'autorisation, donc, bon, normalement, sur le secteur public, jusqu'à maintenant, on était sur des autorisations d'1 an renouvelables par décision express de l'encadrant. D'accord? Sur le secteur privé, on était sur des situations c'est l'employeur en fait qui va décider, si on est sur un système de jours fixes, sur quelle durée cette autorisation sera mise en place. La plupart du temps, ça se fait par le biais d'un avenant au contrat de travail ou du contrat de travail lui-même si le télétravail a été proposé dès l'embauche. Et évidemment, il est clair que si vous avez proposé le télétravail dès l'embauche de votre salarié dans le secteur privé, les conditions d'embauche auront été définies sur la base du télétravail. Donc, il sera sans doute un peu plus difficile de revenir en arrière par la suite. Voilà, donc ça, il faut bien y réfléchir aussi en amont de la signature du contrat, hein, savoir le télétravail est un vrai outil pour à la fois fidéliser des salariés et puis attirer aussi de nouveaux salariés, de nouveaux talents, mais c'est aussi un outil d'organisation du travail qui, à partir du moment où il est mis en œuvre dès le démarrage, est plus difficilement contestable sur la suite. Voilà, impératif de service, vous avez toujours, public comme privé, la possibilité de supprimer une journée de télétravail ou de la reporter. Alors, ou de la reporter. Je m'explique, hein. Imaginons que M. Dupont télétravaille lundi prochain, que vous avez ce jour-là une réunion de service très importante à organiser. Vous pouvez tout à fait demander à M. Dupont de supprimer, solution 1, la journée de télétravail, ou solution 2, de la reporter sur généralement un autre jour de la semaine, sinon de l'annuler.
Alors, pourquoi cette règle-là? Le report sur un autre jour de la semaine, sinon annulation, ça permet d'éviter évidemment des cumuls de jours de télétravail. L'objectif n'est pas de dire, bon, mais voilà, je n'ai pas télétravaillé pendant un mois, j'ai 4 jours de télétravail que je vais en fait positionner sur la même semaine, par exemple, et on ne me verra plus de la semaine. Ça, évidemment, c'est des situations qui ne sont pas autorisées. Donc, on a la possibilité effectivement de reporter des jours, mais on les reporte normalement dans une quantité de temps réduite. Donc, c'est report sur la même semaine, sinon annulation. Ça aussi, c'est une règle importante à poser dès le départ. Ce n'est pas la loi qui le dit, c'est souvent les usages qui posent ça. Et c'est d'où l'importance là aussi d'avoir un règlement intérieur, entre guillemets, mais qui précise ces points-là. Alors, le point… Oui, pardon. Il y avait Alors, une question ? j'ai 2 questions. Le décret du 5 mai n'a pas retiré toute notion de durée. De durée, c'est-à-dire, hein, est-ce que ça, on peut le préciser, toute notion de durée? Est-ce que la personne qui a posé la question peut prendre la parole, Je peut-être? pense qu'elle pourra. En attendant, je pose l'autre question. Fait-on une différence entre télétravail et travail à domicile? Alors, le travail à domicile, pour moi, c'était une notion ancienne, hein, c'est-à-dire c'était rattaché. D'ailleurs, on le retrouve ça, c'est assez amusant, mais dans certains règlements intérieurs de copropriété, où le travail à domicile était interdit, mais le travail à domicile au sens où on l'entendait il y a 20, 30 ou 40 ans, hein, c'est-à-dire pas forcément le télétravail, mais du travail qui pouvait être, je ne sais pas moi, de l'usinage, ou enfin, on pouvait faire beaucoup de choses à l'époque à domicile, et cette forme de travail à domicile, évidemment, est interdite. Moi, je distinguerais bien vraiment cette notion de télétravail avec le travail à domicile. Le télétravail, pour moi, c'est un travail qui utilise un outil informatique, donc sur des tâches tertiaires, hein. Le travail à domicile, c'est plein d'autres choses, plein de situations de travail différentes, mais qui ne sont pas apparentées pour moi à du télétravail. Voilà. Sur la notion de durée, alors je ne sais pas après si la personne va… si la question, c'est effectivement, on est sur des périodes contractualisées d'1 an, hein, je le disais tout à l'heure, c'était peut-être par rapport à ça. Alors, Catherine nous dit que l'autorisation n'a plus de terme. Il n'y a plus de nécessité de faire des demandes de renouvellement. Alors oui, mais c'est-à-dire que si l'employeur, dans son règlement intérieur, nous par exemple, on a travaillé avec de nombreuses organisations publiques qui ont déjà mis en œuvre des règlements de télétravail qui partent sur des annualisations, c'est-à-dire des périodes contractualisées d'1 an. Moi, j'ai tendance vraiment à conseiller cette situation-là. Pourquoi? Parce que toutes les périodes annuelles, en fin de chaque conventionnement, vous êtes obligé de vous reposer la question. Et ça, je pense que c'est très sain en termes de situation. C'est-à-dire, pas dire le télétravail, c'est ad vitam aeternam, tant qu'on ne le dénonce pas, il se pratique. Ça, c'est une situation dans laquelle vous allez mettre les salariés aussi dans une situation d'acquis quasiment. Alors que si vous expliquez que le télétravail, c'est sur des périodes contractualisées d'1 an, qu'en fin d'année, il faut un avis de l'encadrant pour le renouveler ou pas, on est sur un autre mode de fonctionnement qui, à mon avis, est beaucoup plus sain pour tout le monde, quoi, aussi bien pour le salarié que pour l'organisation. Donc moi, j'aurais tendance à dire que dans les mini-règlements intérieurs, alors effectivement, on peut supprimer cette forme de contractualisation. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut la conserver. Et même pour les organisations qui vont passer au télétravail dans les prochains mois, je pense qu'on continuera effectivement à conseiller cette forme de contractualisation. Est-ce que ça répond à la question? N'a pas de… J'ai l'impression, oui. Ok, bon, on y reviendra tout à l'heure, on laissera des questions-réponses, donc on aura la possibilité de répondre si ce n'est pas assez précis. Alors, l'indemnité de télétravail. Alors, l'indemnité de télétravail est possible, mais plus obligatoire. Alors, je m'explique, hein, jusqu'à il y a un temps assez récent, il y avait obligation pour les employeurs publics et privés d'ailleurs aussi hein, d'avoir une forme d'indemnité qui couvrait l'ensemble des frais liés à l'exercice direct en télétravail. Alors, incluant quoi? Ça, c'est la grande question. Hein. Ça peut inclure tous les frais d'électricité, de box Internet, de fluide, de chauffage, de clim. Enfin, on peut aller très loin dans le listing, engendré à domicile par une situation de télétravail. Bon, en fait, on s'est rendu compte que c'était un vrai obstacle hein, au développement du télétravail dans les organisations, que ce soit publiques ou privées. Et donc, aujourd'hui, il n'y a plus d'obligation, à part une obligation centrale qui reste quand même l'outil de travail. Et encore que, parce qu'on va voir que la loi, notamment le décret du 5 mai, a changé un peu la donne là-dessus. Mais la base du droit du travail, c'est quand même que l'employeur prend en charge les outils de travail. En situation de télétravail, les outils de travail, c'est l'ordinateur portable ou ordinateur fixe, enfin ce que vous souhaitez, mais un ordinateur et un téléphone.
D'accord? Donc, pour moi, à minima, ces deux outils-là doivent être pris en charge par l'employeur. Mais le décret du 5 mai, pour le secteur public, par exemple, autorise la pratique ce qu'on appelle le Bring Your Own Device, c'est-à-dire la pratique de la possibilité pour un salarié d'utiliser son propre matériel informatique pour télétravailler. Alors, ce qui pose évidemment beaucoup de questions. C'est-à-dire, en termes de sécurité, on voit en ce moment qu'il y a beaucoup d'articles qui disent que le télétravail ouvre des portes sur les systèmes d'information, enfin, crée des risques supplémentaires. C'est clair que si en plus on utilise son matériel informatique personnel, sur lesquels les enfants peuvent aussi, par exemple, faire du téléchargement légal ou pas forcément légal, aller sur des sites qui ne sont pas forcément sécurisés. Il n'y a plus aucune possibilité pour l'administrateur du système de poser des garde-fous, d'imposer des règles de sécurité. Donc, évidemment, c'est très déconseillé. Ça a été autorisé en fait pour une raison, c'est justement pour couvrir les situations de crise, comme celle qu'on vit actuellement. C'est-à-dire, on s'est rendu compte que dans les situations de crise, par exemple, on ne va pas citer la crise pandémique, hein, mais si on cite une crise type grève des transports ou événement climatique, on n'a pas forcément la possibilité de l'anticiper. Et donc, il est plus pratique, effectivement, que les salariés puissent travailler sur leur propre matériel informatique pour être en capacité, quasiment du jour au lendemain, d'assurer la continuité de l'activité. Voilà, c'est l'une des raisons qui a justifié cet alinéa. Voilà, alors oui, pardon. On a deux questions à ce sujet. Et l'imprimante et les consommables, quelle est la pratique? Et est-ce que le salarié peut demander à l'employeur d'installer un antivirus sur son ordinateur personnel? Alors, première question, l'imprimante et les consommables. Donc, l'imprimante, il n'y en a jamais en situation de télétravail. Hein, c'est tellement rare que ça ne vaut même pas la peine de le préciser. Généralement, on peut faire de l'impression à distance. Ça veut dire qu'on est tout à fait en capacité, si on a vraiment besoin d'un document, de se l'imprimer sur l'imprimante professionnelle au bureau et de le récupérer quand on revient au bureau ou de demander à quelqu'un de le récupérer, de le mettre sur son bureau. Généralement, ça se passe comme ça, dans 99,99% des cas. Après, vous pouvez peut-être avoir certains postes qui nécessitent absolument une imprimante à domicile, mais on rentre dans quelque chose qui est déjà beaucoup plus complexe à déployer en termes techniques. Hein. Je veux dire, une imprimante, c'est de la maintenance, c'est forcément, si elle tombe en panne, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il va falloir la ramener au bureau? Enfin voilà, tout ça, il faut évidemment se poser ces questions-là en démarrage. Voilà, donc, ce n'est pas forcément conseillé d'aller au-delà de l'ordinateur de travail. Pour les consommables, alors, si les consommables, voilà, c'est par exemple, je ne sais pas moi, des stylos, ce genre de choses, tout ça évidemment continue à être fourni par l'employeur. La seconde question, du coup, je l'ai oubliée, c'était… Le salarié peut demander à l'employeur d'installer un antivirus sur son ordi perso. Alors, l'employeur peut tout demander. Après, il n'y a pas d'obligation pour le salarié, à partir du moment où il utilise son matériel personnel, de suivre les règles prescrites par l'employeur. D'où l'importance vraiment que l'employeur à la fois mette à disposition du matériel professionnel qui soit en capacité de paramétrer, quoi. Enfin, je veux dire, c'est clair qu'on peut après demander aux salariés de mettre un antivirus, un pare-feu, de poser des règles de sécurité. On ne sait pas si ces règles seront correctement suivies, donc c'est une vraie difficulté. Pascal, j'ai encore une question qui était un petit peu plus haut. Quid des tickets restaurants? On revient à la partie 11, indemnité de télétravail. Alors, en situation de télétravail, il y a une jurisprudence là-dessus qui dit que les tickets restaurants restent dus. Alors là, je parle d'une situation classique de télétravail, hein, c'est-à-dire sur une base d'un jour ou 2 jours par semaine en situation de crise, c'est sans doute un peu différent. Mais malgré tout, ce que dit la jurisprudence aujourd'hui, c'est que les tickets restaurants restent dus en situation de télétravail. Donc là, c'est très clair. Pas d'autres questions là-dessus? Je fais une petite aparté, Pascal, par rapport à la question que je vous ai posée tout à l'heure. C'est de savoir si l'employeur a l'obligation ou non d'appliquer la prime transport sur les abonnements de transport en commun et location vélo service public, sachant que son salarié est en télétravail. Alors, et donc ne vient pas au bureau. Donc, voilà. Ça rejoint un peu les tickets resto. Ouais. Alors moi j'aurais tendance là-dessus, je ne donnerai pas de réponse péremptoire parce que c'est un point à vérifier, mais moi j'aurais tendance à dire que c'est quasiment sur la même jurisprudence que les tickets restaurants. Alors évidemment, là on parle de télétravail classique, qu'on soit bien d'accord, c'est-à-dire que évidemment le télétravail en situation de crise n'est pas du télétravail classique, on va le voir tout de suite après. Donc c'est une situation bien particulière qui normalement doit être
dans un temps réduit, hein. Enfin voilà, en tout cas il faut l'espérer, mais c'est une situation bien spécifique. En situation classique, pour moi, le salarié va garder les mêmes avantages qu'au bureau. Voilà. Après, c'est une discussion à avoir aussi avec les organisations syndicales, les représentants du personnel et un projet à construire par le biais du règlement intérieur. Il peut y avoir des décisions qui sont dérogatoires de ça et qui vont dans un autre sens. Un projet de télétravail, c'est toujours un projet qui est co-construit, hein. Ce n'est pas un projet descendant de la part des employeurs, c'est un projet qui doit être effectivement partagé par les encadrants, mais aussi par les représentants du personnel, voilà, par l'ensemble des acteurs de l'organisation. Voilà pour ça. Le télétravail en cas de crise majeure, ça c'est un point important. Bon, évidemment, le cadre juridique l'avait déjà prévu, hein, puisque je rappelle quand même, hein, qu'en 2008-2009, on avait eu une crise pandémique, hein. On avait fait une étude pour le gouvernement il y a de ça 3-4 ans, qui disait qu'on avait analysé en fait tous les accords cadres signés sur le télétravail depuis une dizaine d'années, enfin plus de 10 ans même, depuis quasiment le début des années 2000. Et on s'était rendu compte qu'il y avait eu une vraie augmentation des accords cadres en 2008-2009. Pourquoi 2008-2009? Parce qu'on avait la crise pandémique aviaire et que déjà à cette époque-là, les employeurs s'étaient posé la question de la continuité de l'activité et qui s'étaient rendu compte évidemment que le télétravail était, sinon le seul, en tout cas l'un des seuls outils à la disposition des employeurs. On le voit bien en ce moment. Donc voilà, ça c'est une vraie question et le législateur en fait a progressivement conforté le cadre pour les situations de crise. Alors la question après, c'est qu'est-ce qu'on appelle crise? Donc la crise, évidemment, c'est ce qu'on vit actuellement, il n'y a pas de doute possible là-dessus, mais est-ce que la crise, c'est une grève des transports telle que ce qu'on a vécu en décembre? Est-ce que c'est un événement climatique, comme je disais tout à l'heure? Ça, c'est pas défini par la loi, donc c'est à l'employeur de le définir. Donc ça veut dire que si vous mettez en place un règlement du télétravail, dans ce règlement, il faut définir en quel cas vous autorisez la pratique du télétravail sur une base de crise, quoi. Voilà. Est-ce que, par exemple, s'il y a de la neige qui tombe, bon, vous êtes sur Grenoble, je suppose que ça doit être une des questions qui vont se poser. S'il y a des épisodes neigeux, que des personnes habitent un peu loin de Grenoble sur des routes qui ne sont pas forcément toujours bien déneigées, encore que vous devez avoir l'habitude, hein, mais enfin, voilà, ça peut être intéressant effectivement d'inclure ça comme situation de crise potentielle. Alors, même chose pour les périodes de canicule, hein, enfin, on n'y pense pas vraiment, mais ces questions-là se sont posées les dernières années dès qu'on a eu un épisode de canicule. Voilà. Donc ça, c'est à la charge de l'employeur de définir ce qu'il va mettre sous le terme période de crise. On nous demande si c'est toujours dans le cadre du règlement intérieur, justement, qu'on indique le cadre et les règles. Alors, c'est dans le cadre du règlement intérieur. On y reviendra aussi juste après, parce que pour moi, il y a un règlement collectif qui est le règlement de l'organisation, publique ou privée. Mais vous avez aussi la possibilité de décliner ça sur et c'est là où on rentre dans quelque chose de vraiment intéressant au niveau management, hein. C'est en fait, chaque encadrant a un mode de fonctionnement spécifique. Chaque service a son mode de fonctionnement. Alors, je ne dis pas qu'il faut avoir 50 règlements. Je dis simplement qu'il y a un règlement collectif. Que ces règlements collectifs, c'est intéressant aussi dans chaque service de voir comment on va appliquer concrètement ce règlement collectif, sans être dérogatoire du règlement collectif, hein, qu'on soit bien clair, mais simplement en précisant certaines règles. Alors, les règles, c'est quoi? C'est par exemple un encadrant, chaque service va avoir des données différentes à traiter. Un service RH qui va traiter des dossiers de salariés ou d'agents, ce n'est pas la même chose qu'un service de compta qui va traiter de la donnée comptable, qu'un service, je ne sais pas, commercial qui va traiter de la donnée client. Donc, il y a des données qui sont plus ou moins sensibles en fonction du service, voilà, enfin, du type de données plutôt. Et donc, ça peut être intéressant, effectivement, de définir en amont, par service, comment on gère, par exemple, une règle simple sur la sortie des documents papier. La sortie des documents papier, c'est une vraie règle, une vraie question que se posent beaucoup d'encadrants. Qu'est-ce qu'on autorise à sortir? Qu'est-ce qu'on n'autorise pas à sortir? Et souvent, les salariés, en fait, ont l'impression qu'ils peuvent tout sortir. Or, il y a des règles qui sont fixées là-dessus. Il y a le RGPD, vous avez la charte informatique, vous avez tout un tas de règles qu'il faut poser en amont pour bien définir ce qu'on a le droit de sortir et ce qu'on ne doit surtout pas sortir. Évidemment, tous les dossiers intégrant des informations nominatives, mais par exemple les originaux de dossiers, tout ça, normalement, est interdit de sortie. Voilà. Donc, pour répondre à la question, il y a un règlement collectif où on précise les règles collectives. Et après, pour moi, il y a une réflexion à avoir, pas 50 règlements, mais il y a une réflexion à avoir au niveau de chaque service pour adapter les règles collectives au fonctionnement réel du service. Voilà.
Ça se fait en démarrage, ce n'est pas très lourd en termes d'organisation, hein. Il y a une petite grille qui permet effectivement voilà, de se poser une dizaine de questions et qui permet de définir la position du service par rapport au règlement collectif. Alors, je vais aller assez vite sur la suite, hein. La conformité des installations électriques et l'assurance. Bon, conformité des installations électriques, c'est la loi qui le demande. Bon, voilà. Donc, la plupart du temps, les employeurs demandent une attestation sur l'honneur indiquant que l'installation électrique est bien conforme, qui n'a aucune valeur légale, il faut bien le dire, parce que si jamais demain on reproche aux salariés d'avoir signé cet accord, enfin, cette attestation, alors que c'est pas un professionnel de l'électricité, donc il n'est absolument pas en capacité de dire si c'est conforme ou pas. Il n'y a aucune valeur légale, mais toutes les organisations aujourd'hui quasiment font comme ça. Donc voilà, c'est en tout cas la règle minimum qui est conseillée. Et en termes d'assurance, c'est vérifier si la personne télétravaille depuis le domicile, qu'il est bien couvert, il reste couvert par une assurance multirisque habitation à jour de paiement. Parce qu'en fait, s'il y a un sinistre au domicile, le jour de télétravail, c'est l'assurance multirisque habitation qui va prendre en charge tous les frais liés au domicile, et c'est l'assurance professionnelle donc de l'employeur qui va prendre en charge les frais liés au matériel mis à disposition. D'accord ? Donc il faut bien faire cette distinction et bien vérifier que les salariés vont continuer à payer leur attestation multirisque habitation. Je le dis parce que nous, dans le nombre d'expérimentations pour le public ou pour le privé qu'on a suivi, cette règle-là n'était pas toujours suivie. C'est-à-dire on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de salariés, alors que c'est une obligation légale, hein, normalement, qui ne bénéficient pas, enfin qui n'étaient pas couverts par une assurance multirisque habitation. Voilà. Et dernier point, les modalités dérogatoires pour raisons de santé. Donc là, vous avez effectivement la possibilité d'avoir des modalités dérogatoires du droit commun. Alors ça, on le reverra aussi parce que c'est quand même assez intéressant dans la situation actuelle et important de le garder en tête. Voilà, alors le télétravail, au-delà de la définition légale, hein, c'est des risques et c'est des opportunités, pour résumer. Donc, bon, les risques, c'est pas forcément d'ailleurs ce qu'on cite tout le temps, hein. Bon, on cite beaucoup, par exemple, la perte de l'esprit d'équipe, l'isolement social et professionnel. Enfin, nous, quand on fait des retours d'évaluation, ça, on ne le voit absolument pas. C'est-à-dire, ce qu'on voit effectivement émerger comme risque, c'est plus de l'invisibilité professionnelle, par exemple, de la transparence professionnelle. C'est-à-dire que les personnes qui sont en télétravail un jour ou 2 jours par semaine ne sont pas forcément visibles professionnellement, mais ce qui convient bien aussi parfois aux télétravailleurs, pas forcément pour des mauvaises raisons, hein, mais il y a beaucoup de télétravailleurs qui prennent le télétravail, qui choisissent le télétravail pour être en capacité de se concentrer sur des tâches individuelles, sur des dossiers, sur de la rédaction, voilà. Or, nous, ce qu'on explique, par exemple, quand on fait des formations aux télétravailleurs, c'est que certes, il doit y avoir une part de tâches individuelles, mais il doit y avoir aussi une part de tâches collectives. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on est en télétravail qu'il faut supprimer le travail en équipe. Et on voit actuellement, avec les outils de visio et tous les outils de travail à distance, qu'il y a certaines sessions de travail à distance qui sont possibles. Voilà. Alors après, l'isolement social, il peut intervenir. Enfin, on le voit bien actuellement. Et c'est ça, justement, pour moi, qui fait la différence entre le télétravail en période de crise, hein, donc à temps plein, et le télétravail en période normale, c'est-à-dire sur du pendulaire, hein, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire avec une majorité de temps qui reste passé au bureau et une minorité de temps qui est passé en situation de télétravail. Donc, si on est dans cette configuration-là, il y a très rarement de l'isolement. On peut en avoir quelques cas, mais de toute façon, ils sont très vite réglés parce que si les personnes ressentent de l'isolement, la plupart du temps, elles abandonnent le télétravail. Hein, je rappelle, réversibilité. Donc, possibilité d'abandon du télétravail, à la fois par l'employeur, mais aussi par le salarié, évidemment. Donc, dans ce cas-là, un salarié qui se sent mal en télétravail, il va arrêter. Ça va être vite vu. Donc, il y a assez peu de problèmes finalement liés au télétravail sur le long terme. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? C'est une question qui avait été posée avant. Est-ce que c'est toujours le salarié qui fait une demande pour télétravailler ? Alors, il doit y avoir ce qu'on appelle le triple volontariat. Et donc, normalement, il doit y avoir le volontariat de la direction, de l'encadrant et du salarié. Donc ça, si l'une des parties n'est pas d'accord, ça ne peut pas, en théorie, je dis, ça ne peut pas se mettre en œuvre. Ça, c'est la loi qui le dit. Hein. Donc ça veut dire qu'effectivement, l'employeur peut proposer le télétravail, mais l'employé n'est pas tenu d'accepter un fonctionnement en télétravail. Voilà, il faut qu'il y ait ce triple volontariat pour que ça puisse se déployer. Très bien.
Voilà sur bon, les risques liés au travail à distance, des risques liés au travail à domicile, évidemment. Hein, donc, c'est distinguer la vie professionnelle et la vie privée, les habitudes au fil du temps. Enfin, nous, on a tendance à dire en fait, que le télétravail, ça permet de casser les habitudes, hein, métro, boulot, dodo, tout le monde de vie. On est 5 jours sur 5 au bureau. Au bout d'un moment, ça peut être pesant, d'autant plus si vous avez des temps de transport domicile-travail qui sont importants. Donc, c'est important de pouvoir. Le télétravail va permettre en fait de casser cette routine et de proposer un autre mode de fonctionnement. Et ça, je pense que c'est très, très intéressant. C'est même, à mon avis, ce qui est peut-être le plus intéressant dans le télétravail. Ça permet de remotiver des personnes qui étaient peut-être moins à travailler 5 jours sur 5 au bureau. Mais ça crée aussi évidemment des risques supplémentaires, hein, qui sont liés au travail à domicile, avec la distinction des temps de vie, avec des nouvelles habitudes qui peuvent aussi se mettre en œuvre au domicile, notamment si on est sur du télétravail à temps plein ou à une majorité de temps. La difficulté à se déconnecter. Hein, voilà. Nous, on dit souvent en formation aux encadrants, vous pensez que vous allez avoir à gérer le passé, et en fait, vous allez avoir à gérer le trop. Et ça, c'est une règle qu'on rencontre tout le temps. Enfin, je veux dire, en démarrage, beaucoup d'encadrants nous disent bon, voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être chez lui. Est-ce qu'il va travailler ou est-ce qu'il va en profiter pour faire autre chose? Et en fait, au fil du temps, on se rend compte que c'est tout le contraire qui se passe, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à limiter le temps de travail. Il y a souvent une explosion des pauses, il y a une explosion des horaires de travail. Donc, tout ça, il faut effectivement l'encadrer aussi en démarrage. Voilà, vous avez des risques sur l'environnement technique. Bon, je vais passer rapidement, hein, mais des risques culturels. Il y a aussi tout un tas d'opportunités. Hein. Bon, travailler plus en concentration. Pour moi, l'opportunité la plus importante, c'est travailler autrement. C'est celle-là. Enfin, comme le disait, hein, on est quand même sur des systèmes aujourd'hui où on a besoin de travailler dans des lieux différents, dans des temps différents parfois aussi. Le télétravail, ça permet de tester un autre lieu et peut-être parfois aussi des horaires décalés. Donc voilà, il y a vraiment un vrai intérêt et aussi avec un environnement technique, des méthodes de travail qui sont différentes de celles du bureau. Et ce qu'on observe, nous, c'est une vraie modernisation à la fois des outils et des méthodes dès qu'on passe en télétravail. Et ça, c'est vraiment important de le souligner, quoi. Enfin, on le voit, hein, dans la période actuelle, hein, vraiment. Nous, on travaillait avec des clients qui n'utilisaient jamais la visio. Voilà. Et là, en l'occurrence, on se retrouve dans des situations où les clients sont obligés de fonctionner en visio, mais aussi obligés d'utiliser des outils de travail collaboratif, de faire de la réunion à distance, de faire de la réunion d'équipe à distance. Enfin voilà, tout ça, ça change les habitudes et ça permet d'aller vers une vraie modernisation des outils et des méthodes. Voilà, et puis vous avez évidemment, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails là aussi, hein, mais toutes les opportunités liées au travail à domicile, hein, éviter les trajets chronophages. Enfin, mine de rien, quand même, on a beaucoup, enfin, certains salariés ont beaucoup de fatigue, de maladies professionnelles aussi qui peuvent être générées par les trajets domicile-travail. Le fait de pouvoir les éviter, ne serait-ce que sur 1 jour ou 2 jours par semaine, c'est pas neutre du tout. Voilà, alors. Oui. Et Pascal, on a une petite question. Cela peut creuser aussi les écarts entre les catégories A, B, C dans le public. Alors, ça, c'est pas une question, c'est une remarque. Alors, ça c'est intéressant parce qu'en fait, on entend beaucoup, j'entendais hier à la radio encore quelqu'un qui disait oui, mais le télétravail, ça creuse les inégalités, hein, entre les métiers, les profils de poste et les catégories socio-professionnelles. Alors, oui, il ne faut pas nier le contraire. Dans certains cas, oui. Mais par exemple, dans toutes les organisations dans lesquelles on est passé, si on parle du public, on avait des catégories A, B, C. On avait des encadrants et des non-encadrants. Le télétravail n'a jamais été destiné, par exemple, uniquement à des personnes encadrantes. Il y a des personnes qui sont sur des tâches administratives, des secrétaires, qui sont tout à fait en capacité de télétravailler depuis leur domicile sur 1 jour ou 2 jours par semaine. Donc, sur les catégories socio-professionnelles, franchement, ce n'est pas quelque chose qu'on voit. Au contraire, souvent, les encadrants sont plutôt en retrait par rapport aux questions de télétravail parce qu'ils ont peur souvent de l'image renvoyée. Et donc, on a moins d'encadrants en proportion de l'effectif dans l'organisation qu'on peut avoir de non-encadrants de catégorie B ou C dans le secteur public, par exemple. Après, il est évident que le télétravail, ce n'est pas destiné à tout le monde. C'est-à-dire que vous avez des postes qui sont télétravaillables et des postes qui ne le sont pas. Bon, la question que je vais poser, c'est est-ce que c'est une raison pour ne pas le proposer à ceux qui peuvent le faire? Voilà, c'est une vraie question, quoi. Enfin, je veux dire, certes, vous avez des personnes, par exemple, quand on travaille pour un département, vous avez des personnes qui travaillent sur les routes qui ne pourront jamais accéder au télétravail. Est-ce que c'est une raison pour le refuser à des personnels administratifs
Voilà, c'est une vraie question éthique qu'on peut quand même être amené aussi à se poser. Est-ce que ça répond à la question? Je pense. Alors, l'autre question maintenant, c'est voilà, ce qu'on vit actuellement, hein. Donc, bon, je vous ai fait un petit schéma là que je vais passer rapidement, hein, mais on est passé donc en l'espace de 20 ans de 2,6% de la population active à 20% en début d'année 2020, hein, c'est des chiffres, une estimation de l'INSEE. Il y a une enquête qui est parue il y a 15 jours, qui portait sur mars-avril, où on serait à 27% de la population active en télétravail actuellement, c'est-à-dire pendant la période de crise, avec des moyennes qui sont très différentes suivant la région. Ça part de 11% en Normandie, 41% en région Île-de-France. Donc vous voyez que Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, vous êtes à 27%. Donc vous êtes la seconde région à l'avoir déployé aussi massivement. Le gouvernement estime qu'aujourd'hui, un poste sur deux est télétravaillable, éligible au télétravail en France. Donc ça veut dire qu'on est à 27% de télétravailleurs. Vous voyez qu'il reste encore de la marge pour un développement. Voilà. Toujours pareil, hein, sur des bases, pas... Le télétravail, je l'ai dit, hein, on parle toujours de télétravail sur du pendulaire et pas sur des temps complets. Alors justement, pour répondre à la question qui avait été posée tout à l'heure, hein, pour moi, ce qu'on vit actuellement, ce n'est pas forcément du télétravail. Pourquoi ce n'est pas forcément du télétravail? Parce qu'on l'a vu, hein, dans tout le cadre juridique qu'on a expliqué, ben, c'est quand même très très différent de ce qu'on vit habituellement. Déjà parce que habituellement, on définit des postes éligibles et des personnes qui sont éligibles individuellement, alors qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui sont en capacité technique de télétravailler le font. Donc voilà. Habituellement, on est sur, je l'ai dit, 1 jour à 2 jours par semaine maximum. Actuellement, on est sur du temps complet. Habituellement, on est sur du domicile ou du tiers-lieu. Aujourd'hui, c'est uniquement du tiers-lieu. On est déconnecté des sollicitations familiales, c'est-à-dire qu'il faut quand même se mettre au calme, être dans un environnement propice aux activités professionnelles, alors qu'actuellement, c'est tout le contraire qui se passe. On est avec de fortes interférences du privé, on garde les enfants souvent à côté. Enfin, nous, toutes les formations qu'on a fait ces dernières semaines, la plupart du temps, on avait les enfants qui étaient à côté de la personne qui se formait. Alors voilà, c'est compliqué, mais on sait que les personnes sont obligées de faire ça. Donc voilà, c'est pas du tout la même situation. Et puis le dernier point, c'est quand même l'environnement technique adapté, hein. Normalement, on a anticipé le télétravail, donc on a un environnement qui est adapté au télétravail. Dans la situation actuelle, souvent, c'est un environnement dégradé. En tout cas, c'est ce qu'on peut observer. Et le tout cerise sur le gâteau avec un contexte qui reste anxiogène, hein, parce que voilà, enfin, nous, pour faire beaucoup de formations en ce moment à distance, hein, quand on pose la question aux salariés, ils nous disent, ben voilà, moi, dans 15 jours, je ne sais pas ce que je fais. Voilà. Donc, je ne sais pas si je reviens à temps plein, à temps partiel en télétravail, est-ce que je continue jusqu'à la rentrée, j'ai des enfants, comment je vais faire pour les garder? Donc, il y a beaucoup d'incertitudes qui pèsent aujourd'hui et qui constituent quand même un contexte fortement anxiogène, donc évidemment qui est très loin de ce qu'on retrouve dans les situations classiques de télétravail, hein, puisque le télétravail, c'est un outil de qualité de vie au travail. Et ça, très fortement. Hein. Enfin, je veux dire, quand on fait des retours d'évaluation, c'est très gratifiant pour les employeurs parce que vous avez 99% des personnes qui disent qu'ils sont, voilà, que ça a changé leur vie, que c'est un vrai gain de qualité de vie, un vrai gain en santé, en fatigue, voilà. Donc tout ça, c'est évident qu'on ne le retrouve pas du tout dans la période actuelle, quoi. Voilà. Donc ça veut dire que actuellement, on est dans une période qui est quand même particulière sur ces questions de télétravail. Alors particulière et qui risque de le rester un peu, hein. Bon, je vous ai mis un petit tableau qui recense un peu toute la situation, hein, qu'on vit actuellement. Donc 24 mars, début de l'état d'urgence sanitaire qui va aller jusqu'au 10 juillet. Bon, on est passé dans une autre phase, hein, de déconfinement, mais est-ce que la phase de déconfinement change foncièrement la donne? Ça, c'est une vraie question. Globalement, on voit qu'il y a des reprises progressives, on voit que certains employeurs n'ont pas encore donné les consignes aux salariés, enfin les consignes au sens qu'est-ce qu'ils vont faire dans 15 jours, 3 semaines, comme je le disais tout à l'heure. Et puis on voit aussi qu'on navigue un peu à vue, quoi, parce que évidemment, si on a une vision déjà difficile jusqu'à l'été, on se demande encore plus ce qui va se passer à la rentrée. On espère évidemment que tout le monde pourra revenir à des situations plus classiques de travail, mais rien n'est moins sûr malgré tout, il faut aussi en avoir conscience, quoi. Voilà. Et puis en plus de ça, on a quand même des critères, hein, aujourd'hui qui ont été définis par l'État lui-même, hein. Vous avez ce document que je vous ai mis en copie
protocole national de déconfinement, le ministère du Travail, donc il définit toutes les conditions de déconfinement qui sont fixées par le gouvernement aujourd'hui et qui définit donc une règle de 4 mètres carrés minimum par personne avec distanciation minimum d'1 mètre. Autant dire que pour un établissement, alors là vous avez des exemples qui sont tirés de ce document, hein, un établissement qui dispose d'une surface de 160 mètres carrés, si on prend ce critère-là, ça veut dire que vous allez pouvoir accueillir 40 personnes. Voilà. Donc ça, pour le moment, ça va être la règle, à mon avis, bon, enfin, déjà sur les semaines qui viennent, peut-être jusqu'à la rentrée de septembre et peut-être même au-delà. Donc ça veut dire que rien que cette règle-là, déjà, va sans doute imposer dans beaucoup d'organisations de poursuivre le télétravail, au moins sur des quantités de temps. Et puis, deuxième chose, d'organiser une logistique autour du déploiement qui va être quand même assez complexe. Dans le sens que voilà, c'est M. Dupont et M. Durand qui vont télétravailler les lundis et mardis, ils ne sont pas dans le même bureau, ils sont dans le même bureau, donc les mercredis, jeudis, c'est d'autres personnes qui vont télétravailler. Tout ça, il va falloir effectivement le réfléchir, anticiper et le mettre en œuvre. Donc, il y a une vraie difficulté. Et il y a un second point qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que 87% des salariés souhaitent continuer à télétravailler. Alors, il y a des enquêtes qui affichent des chiffres qui sont légèrement différents, mais qui sont quand même assez proches généralement de ça. Donc, 42% de manière régulière, 45% de manière ponctuelle. Donc, ça, c'est aussi un vrai enjeu pour les employeurs. Hein. C'est de prendre en compte quand même ce qui se dit dans leur troupe et de voir comment les choses vont pouvoir s'organiser à partir de maintenant. Des questions peut-être là-dessus ou... On a plusieurs questions. On nous demande si j'ai une voiture de fonction, est-ce que l'employeur peut la supprimer? Alors, ça c'est l'employeur qui va définir des règles aussi spécifiques que celles-là. Évidemment, la loi ou le cadre juridique ne précise rien là-dessus, mais c'est clair que si vous n'utilisez plus votre voiture de fonction, si vous êtes à temps plein en télétravail et si vous y restez sur le long terme, il y a de fortes chances effectivement que vous n'ayez pas plus le bénéfice de cette voiture de fonction. Mais encore une fois, c'est des négociations qu'il faut avoir avec l'employeur, enfin des négociations entre guillemets, c'est l'employeur qui va quand même décider de la façon dont ça va se passer. Mais je pense qu'il y a un débat, effectivement, des échanges à mettre en œuvre au niveau des instances, notamment avec les représentants du personnel, autour de ces questions-là. On nous demande aussi si vous suggérez qu'il faut faire un avenant au contrat dans le privé après la période d'état d'urgence sanitaire. Alors, moi, je pense qu'effectivement, pour la suite, il vaut mieux contractualiser et du coup, l'avenant est utile pour les raisons qu'on a citées tout à l'heure. Alors déjà, la base, pour moi, c'est quand même un accord collectif. S'il n'y a pas d'avenant, à minima, c'est un accord collectif, parce que l'accord collectif a déjà posé des règles. Et la difficulté de l'accord collectif, c'est qu'elle pose des règles collectives, comme son nom l'indique, mais pas forcément de règles individuelles au poste. Et le télétravail, on voit quand même dans la pratique que ça se définit au poste, parce que, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui travaille dans un service RH n'a pas le même type de fonctionnement que quelqu'un qui travaille dans un service commercial. Donc, pour ces raisons-là, effectivement, ça peut valoir le coup d'avoir une forme de contractualisation. Alors, soit sous la forme d'un avenant, soit sous une forme un peu plus souple, qui sont des formes aussi possibles. Hein. Enfin, voilà, il y a des organisations, par exemple, qui contractualisent par un simple un document écrit qui va synthétiser la façon dont les choses vont se déployer. Ce n'est pas un avenant au contrat de travail, mais c'est une forme d'autorisation temporaire du télétravail sur des bases qui sont prescrites par l'employeur et donc par l'encadrant. Voilà. Donc, ça, c'est après à vous de définir quelle méthode vous voulez utiliser sur ce point-là. Ensuite, on nous demande si les mêmes règles de surface s'appliquent au public. Alors ça, c'est un document public-privé. Hein. Donc théoriquement, ça s'adresse à tout le monde. C'est le ministère du Travail qui l'a mis en œuvre. Alors, sauf si j'ai mal compris à la lecture, mais a priori, c'est un document qui concerne aussi bien le public que le privé. Voilà. Et ce qu'on m'a expliqué par exemple ce matin en plus, c'est que quand on parle de 4 mètres carrés, c'est hors meuble. Donc voilà, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que quand vous êtes dans une pièce, il faut prendre en compte uniquement la surface qui est disponible autour de vous. Quoi. Donc c'est encore un peu plus restrictif que ça. Voilà, enfin, sous réserve. Après, il faut bien relire. Moi, je ne suis pas un spécialiste du déconfinement, hein, donc il faut relire ces documents-là. Mais c'est quand même un point important qui va évidemment peser sur la suite. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Ok. Alors la méthode justement pour la suite, hein, bon, parce que l'idée c'est aussi de se projeter. Donc on l'a vu, il y a pour moi deux situations, il y a du court terme et puis il y a du long terme, enfin du moyen ou du long terme. Donc sur le court terme, pour moi de toute façon il y a peu d'organisations qui vont avoir le choix, hein, ça va être une reprise progressive en alternance. Hein. En alternance ça veut dire une quotité de temps en télétravail, une quotité de temps au bureau. En augmentant progressivement, c'est ce qui a été prescrit par exemple en région parisienne, hein, donc on augmente progressivement en fonction des situations
et de la façon dont se passe le déconfinement. On passe d'abord à 1 jour de retour au bureau, on passe ensuite à 2 jours progressivement à partir de juin, et puis on évolue comme ça, on transite vers la rentrée dans cette situation-là. Alors ça pose quand même aussi une question, c'est la question des personnes qui ont des problèmes spécifiques de santé. Alors, il y a possibilité, hein, vous avez des conditions dérogatoires, je l'ai dit tout à l'heure, qui sont prévues par le cadre juridique, hein, qui permettent à des personnes qui ont des situations de santé précaires, qui ont des affections longues, des maladies chroniques, hein, de pouvoir bénéficier de conditions spécifiques de travail sur avis médical. Donc ça, c'est possible évidemment sur le secteur privé comme sur le secteur public, hein. Sur avis médical, un salarié peut demander à poursuivre à temps plein en télétravail. Voilà. Il faut effectivement que la médecine du travail donne son accord, mais c'est évidemment une possibilité. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de salariés qui pourront être peut-être dans cette logique-là, de se dire, voilà, j'ai un risque, je préfère continuer à temps plein, au moins sur les prochains mois, pour voir ce qui va se passer, quoi. Donc voilà, pour moi, la situation à court terme, c'est ça. La situation à long terme, pour moi, elle pose d'autres questions. La question, c'est évidemment, est-ce qu'on fait comme avant? Qui est quand même une vraie question, hein. Est-ce qu'on retourne à 100% au bureau? Ou alors, est-ce qu'on essaye de profiter, entre guillemets, de cette crise, hein, bon, si elle peut avoir comme point positif, ça peut être celui-là, pour envisager une autre façon de travailler. Et bon, vous me voyez venir avec mes gros sabots, hein, mais moi, j'aurais tendance à dire que ça vaut le coup quand même d'essayer de tester. Enfin, ça vaut le coup pour tous les retours qu'on a, hein, franchement, des évaluations. Le télétravail, c'est vécu souvent comme une sinécure par les employeurs, parce que quelque chose qui va nécessiter du temps, de l'organisation, parfois aussi des moyens. Dans la pratique, nous, ce qu'on observe, c'est qu'au bout de quelques mois de fonctionnement en télétravail, on a des vrais bénéfices pour l'organisation. Des vrais bénéfices à tous les niveaux, des bénéfices qui peuvent être sur des questions évidemment de production et de productivité, hein, osons les mots. Toutes les études disent qu'on est à 20% d'efficacité en plus en situation de télétravail, c'est quand même pas neutre, hein. On peut avoir des économies de coûts, on peut avoir des économies, enfin, on a un levier évidemment sur toutes les questions de mobilité, hein, enfin, bon, voilà, qui sont des questions premières, puisqu'on intervient pour un syndicat des transports et qui gère les questions de mobilité. C'est pas neutre, enfin, le télétravail, ça a très peu été utilisé jusqu'à maintenant comme un vrai outil de limitation des mobilités. Ce n'est pas un outil qui va venir remplacer le covoiturage, qui va venir remplacer les autres moyens, mais c'est un outil qui est tout à fait complémentaire des autres moyens. Donc je pense qu'il faudrait peut-être plus l'intégrer dans les stratégies d'entreprise. Et ça se fera, à mon avis, sur des bases qui seront... on a vu que quand même, on a aujourd'hui plein de possibilités pour mettre en place le télétravail. Les jours fixes, 1 jour, 2 jours, 3 jours, sans aller au-delà de 2 jours peut-être, mais des jours flottants, hein, des formules de jours flottants, on l'a vu tout à l'heure, donc avec une vraie souplesse sur le déploiement et la possibilité de le proposer uniquement à certaines périodes. On peut tout à fait proposer aujourd'hui du télétravail saisonnier. Sous-entendu, le proposer pendant 10 mois de l'année et supprimer le télétravail pendant les mois de juillet et d'août, parce qu'on a des sous-effectifs dans les équipes, hein, pour cause de congé d'été. Donc il y a plein de possibilités qui font que ça peut être intéressant de réfléchir à ces questions-là. Et ça va poser aussi la question, du coup, pour moi, de la contractualisation. Voilà. Vous avez deux méthodes, hein, d'introduction. La méthode autorisation temporaire et la méthode de contractualisation. Enfin, pour moi, c'est vraiment une question que doivent se poser tous les employeurs, qu'ils soient publics ou privés aujourd'hui. Voilà, autorisation temporaire, ça veut dire, bon, voilà, on l'utilise sur des périodes, on le met en place sur la base de documents ponctuels. Ou alors, on contractualise les choses, on définit des règles, on pose des garde-fous et on évite des dérives. Voilà, c'est pour moi, le deal, il est entre ces deux solutions-là. Voilà, alors pourquoi mettre en place un accord, hein? Pourquoi? Ben, déjà, c'est pour définir l'éligibilité des métiers ou des tâches, hein. Ça, c'est quand même une question importante, hein. C'est-à-dire que, en gros, si vous n'avez pas de contractualisation, qu'un salarié vous fait une demande, un salarié ou un agent de la fonction publique, c'est la même situation dans les deux secteurs, ben, ça veut dire que vous êtes obligé de motiver votre décision sur la base de critères individuels. Alors que si vous avez un accord collectif, par exemple, qui déjà définit quels sont les métiers et les tâches qui sont éligibles, quels sont ceux qui ne le sont pas, ça veut dire que vous pouvez tout à fait vous rattacher à cet accord pour justifier un refus. Et que, évidemment, ça sera beaucoup plus simple de justifier un refus avec un accord collectif que de devoir le justifier sur la base de raisons individuelles. D'accord? Donc déjà, pour moi, rien que ce premier point, c'est une raison de réfléchir à une contractualisation.
C'est partager aussi les conditions de déploiement. Partager, ça veut dire, je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais un projet de télétravail, c'est forcément un projet qui est co-construit avec les représentants du personnel, avec la direction informatique, la DRH, avec, enfin voilà, tous les acteurs doivent être associés dans le projet de télétravail. Et pas partager le projet, c'est forcément avoir un projet descendant, et on voit dans tous les domaines que les projets descendants ne sont pas forcément les projets les plus réussis. Voilà. Donc, je pense que cette question du partage se pose aussi en amont du déploiement. Définir des garde-fous, ça je l'ai assez dit, hein, mais c'est quand même important, c'est sécuriser la pratique. Hein, donc ça, voilà. Anticiper le mode de fonctionnement, donc ça aussi, je pense que, bon, voilà, on l'a dit, hein, on espère tous qu'on ne va pas avoir à revivre ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, mais rien n'est moins sûr. Hein. Enfin, voilà, je veux dire, si on lit les articles, on sait bien qu'il y a un risque quand même avant l'été que j'entendais encore ce matin une interview d'un professeur de médecine qui disait que d'ici à 6 semaines, on saurait si on doit reconfiner ou si on peut continuer à rouvrir. Voilà. Certains disent que cet hiver, on peut repartir pour un tour. Bon, voilà, personne ne le souhaite évidemment. Économiquement, c'est un vrai drame pour plein d'entreprises aussi. Mais ça n'empêche que je pense qu'il vaut mieux anticiper ces situations-là que de les revivre sans les avoir préparées, quoi. Donc, pour moi, c'est aussi une raison pour laquelle il faut se poser la question dès maintenant, et pas attendre 6 mois de plus. Mais comment on fait? Qu'est-ce qu'on autorise et qu'est-ce qu'on n'autorise pas? Si on repart dans du confinement, comment on va s'organiser? Est-ce qu'il y a besoin de nouveaux outils, par exemple? Bon, chose que vous avez certainement dû, pour la plupart d'entre vous, je suppose, hein, régler, peut-être vous poser déjà les questions, peut-être régler déjà en prenant des licences sur des outils de visio, par exemple. Mais bon, en tout cas, c'est des questions qu'il faut se poser. Et puis, définir la marge de manœuvre, hein, je l'ai dit tout à l'heure, pour des règlements par service, c'est-à-dire au-delà des règles collectives, anticiper aussi des règles au poste. Et donc, ça veut dire aussi lancer un vrai débat pour moi avec les encadrants sur comment on encadre le télétravail au poste. C'est-à-dire pas uniquement comment collectivement on fait descendre des règles pour les voir appliquées pareil dans tous les services, hein, mais plutôt comment on fait descendre des règles, mais on laisse une latitude aussi à l'encadrant pour être en capacité de les apprécier, alors pas de les modifier, mais en tout cas de les adapter à son mode de fonctionnement personnel et au mode de fonctionnement de son service. Et ça, je pense que c'est vraiment un point primordial pour moi. Je pense qu'il ne faut pas chercher à avoir un projet dans lequel tout est verrouillé dès le départ. Il vaut mieux effectivement essayer de réfléchir en termes de souplesse et que de rigidité. Est-ce que c'est clair? Est-ce que il y a des questions là-dessus? Alors, on a pas mal de questions suite aux deux dernières diapositives. On nous demande s'il y a une différence entre une personne fragile et une personne vulnérable et comment détecter les personnes à risque. Alors là, franchement, je ne saurais pas vous répondre là-dessus. Je pense que la différence, elle se fera au niveau de la médecine du travail. Hein, c'est-à-dire, c'est le médecin du travail qui va définir quelles seront les personnes et quelles pathologies vont justifier la poursuite du télétravail à temps complet ou peut-être des modalités de télétravail adaptées en fonction des cas. Je précise d'ailleurs hein, que dans le secteur public, j'ai cru comprendre qu'il y avait des personnes qui étaient du secteur public aussi. Le décret du 5 mai a pas mal changé la donne sur les raisons médicales, hein, puisque auparavant, on avait la possibilité de les déployer sur une période de 6 mois renouvelable une fois. Donc, ça veut dire 12 mois en tout. Aujourd'hui, avec le décret du 5 mai, on a la possibilité de le mettre en œuvre sur 6 mois, mais sans limite de durée. Ça veut dire qu'on peut tout à fait aujourd'hui traiter, grâce au télétravail, des questions de reprise professionnelle sur des maladies chroniques, sur des retours de longue maladie, enfin voilà, des choses qui étaient beaucoup moins envisageables ou plus difficilement envisageables, on va dire, avec le cadre juridique d'avant le 5 mai. Donc voilà, pour moi, c'est le médecin du travail qui va définir les règles. D'accord. On nous demande ensuite si pour les organisations qui n'avaient pas encore déployé le télétravail, si vous pensez que la poursuite du télétravail peut se poursuivre en parallèle de l'élaboration du règlement et de la contractualisation, sans passer par un SAS, pas du tout de télétravail. Alors, ça, c'est une question importante parce que c'était un peu le tableau que je présentais tout à l'heure. Hein. Vous avez la fin de la situation, si on prend vraiment les textes et la façon dont la crise est gérée, la fin de la crise sanitaire, c'est le 10 juillet. Donc, on l'a dit, jusqu'au 10 juillet, aucun problème, enfin, aucun problème, mais vous êtes en situation de crise. Donc, globalement, en gros, l'employeur peut définir des règles qui sont dérogatoires du droit commun, donc à la capacité de continuer à proposer le télétravail à temps complet, au moins jusqu'au 10 juillet. Après, il y aura de nouvelles règles à poser pour moi, c'est-à-dire qu'à partir du 10 juillet, il y aura pour moi, comme je disais, une période transitoire sur l'été.
voilà, qui sera sans doute différente de la période de reprise classique à partir du 1er septembre. Donc, à quel moment il faut contractualiser? Bon, je pense qu'il faut évidemment y réfléchir assez vite, voilà, pour être en capacité de poser différents scénarios de reprise, parce que pour moi, l'enjeu, il va être là, hein, c'est-à-dire un scénario de reprise progressive, comme je le disais, où l'objectif n'est pas de laisser tout le monde en télétravail à temps plein, hein, je le redis, mais il faut quand même en être bien convaincu pour tout le monde, quoi. Donc, voilà, mais par contre, proposer des quotités de télétravail et définir à court, moyen et long terme comment les choses pourront se déployer dans l'organisation, pour moi, ça c'est un point important à réfléchir rapidement, quoi. Il y a Marie qui nous demande si après consultation du médecin du travail, l'employeur peut refuser une personne à risque. Alors, normalement, quand le médecin du travail donne un avis, ce n'est pas un avis consultatif. Donc, a priori, voilà, c'est ce que préconise le médecin du travail qui doit être mis en œuvre. Et enfin, on dit souvent que le télétravail un jour par semaine augmente le pouvoir d'achat par l'économie faite sur les transports. Y a-t-il des revendications à attendre des postes obligatoirement en présentiel? Alors, une revendication, c'est-à-dire, alors ça, je ne saisis pas bien par contre l'objet de la question, c'est à quel niveau, est-ce que si la personne peut préciser dans le chat peut-être simplement. Bon, le télétravail, c'est clair que ça peut être un gain en pouvoir d'achat, hein, mais c'est un gain en pouvoir d'achat dans une situation bien particulière, c'est-à-dire quand les personnes se déplacent en véhicule individuel, sans covoiturage par exemple, qu'ils ont des temps de trajet longs et des déplacements importants. Là, oui, on a un vrai gain en pouvoir d'achat. On a fait une petite étude là-dessus. On est parti d'un salarié français moyen, 26 km de déplacement. Voilà, aller, 52 km par jour. Un salarié français moyen, il a, s'il télétravaille 2 jours par semaine, sur toute une année, il a un gain de 2 153 € en pouvoir d'achat. C'est une méthode ADEME, hein. Ce n'est pas nous qui l'avons calculé avec notre méthode. On a pris l'éco-calculette de l'ADEME, on a calculé, donc ça intègre tous les frais liés au déplacement. Il est clair que si les personnes se déplacent en transport en commun, pour le moment, il n'y a pas de remboursement voilà, si on ne prend pas les transports les lundis, mardis, l'abonnement mensuel reste le même. Donc, on n'a pas de gain en pouvoir d'achat dans ces situations-là. Donc, il faut quand même circonscrire ce gain en pouvoir d'achat à certaines situations bien particulières de déplacement. Ça, c'est important. Oui, donc effectivement, les revendications, ce serait par exemple une compensation pour non-télétravail à cause de tous les avantages engendrés par le télétravail, Alors, contrairement à ceux qui sont obligés d'être en présentiel et qui là. Alors, c'est des choses qu'on a commencé à voir émerger, figurez-vous. Voilà. Enfin, pas ce dernier mois, hein. Voilà, c'est des choses qui peuvent effectivement être une revendication de certaines organisations syndicales. C'est effectivement à partir du moment où on propose le télétravail à des postes éligibles, quid pour les postes non éligibles? Est-ce qu'il ne faut pas une. Bon, voilà, là, on rentre dans quelque chose qui évidemment n'est pas forcément entendable, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des postes. Alors, il y a des organisations d'ailleurs qui traitent cette question différemment. Je pense notamment au rectorat de Bordeaux, hein, qui est l'une des premières administrations françaises à avoir mis en œuvre le télétravail. Ils ont constaté qu'il y avait des postes éligibles, des postes qui ne l'étaient pas. Et en fait, ils ont proposé des modifications de certains profils de postes et une réorganisation de certains services pour permettre à des postes qui, a priori, n'étaient pas éligibles au télétravail de pouvoir y accéder à terme. Je vais citer un exemple qui est très parlant. L'agent en situation qui gère l'accueil. Voilà, on peut se dire qu'effectivement, cette personne-là, elle gère l'accueil, elle ne fait que ça, elle ne répond pas au téléphone, elle est 5 jours sur 5 à l'accueil de l'administration. Ben, cette personne-là, on lui a proposé au bout de quelques années, bon, ils ont 25 ans de culture du télétravail, hein, donc bon, voilà, ils ont une pratique déjà ancienne, mais on a pu proposer des quotités de télétravail à des profils de ce style-là. Ça montre que, voilà, après, c'est aussi une réflexion à avoir sur le profil de poste. Bon, il est clair que de toute façon, tout le monde ne peut pas télétravailler et que voilà, ça sera quand même un obstacle dans certaines organisations. On a fait le tour des questions pour l'instant. Ok. Là, ici, il y a une remarque de Catherine qui dit que pour aller dans ce sens, les agences sur des postes non télétravaillables revendiquent aussi une rupture d'équité et demandent effectivement une indemnité. Alors, pas tous, hein, mais on a pu voir ça nous émerger bon, ponctuellement, porté par certaines organisations syndicales, on l'a dit. Voilà, bon, après, pour le moment, moi, je n'ai pas connaissance d'organisations qui soient allées dans ce sens-là, quoi, voilà, pour résumer les choses.
Donc, bon, voilà. Après, encore une fois, c'est une négociation, hein, c'est à vous de juger organisation par organisation. Voilà, mais c'est difficilement entendable, si vous voulez, parce que ce n'est pas un avantage qu'on propose à certains au détriment d'autres. Hein. Ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir. Il y a certains postes qui sont sur des tâches éligibles, on peut leur proposer le télétravail. Ça serait un avantage si, par exemple, on le proposait uniquement à des encadrants et pas à des agents d'exécution, par exemple. Là, oui, on peut se poser des questions. Et nous, chaque fois qu'on passe dans une organisation où on est dans cette situation-là, on explique que ce n'est pas tenable comme situation parce qu'on ne peut pas proposer le télétravail qu'à une catégorie. Juste pour la petite anecdote d'ailleurs, hein, certains arrêtés ministériels sur le télétravail, je ne vais pas citer lesquels, mais il y a 2 ministères au moins qui ont interdit le télétravail pour les encadrants. Donc vous voyez que ce n'est pas forcément uniquement dans un sens que ça peut se passer aussi dans l'autre. Sous-entendu, ça sous-entend quoi ça sous-entend en fait que le ministère pense que le télétravail, ce n'est pas adapté pour des publics d'encadrants, que l'encadrement c'est forcément du présentiel. Là, on est sur une image culturelle. Enfin, ça, il faut quand même en avoir bien conscience. Une image culturelle, ça veut dire que si vous parlez avec un encadrant d'une organisation publique ou privée en Europe du Nord, ils vous diront qu'il n'y a aucun problème pour encadrer des personnes à distance. Et d'ailleurs, c'est ce que font la plupart des encadrants dans nos organisations. Aujourd'hui, ce que je veux dire par là, c'est que dans le secteur public, par exemple, les encadrants, ils ne sont pas tout le temps au bureau, ils sont aussi nomades, ils bougent, ils vont en réunion, ils ont souvent des réunions à organiser ailleurs. Donc, ça veut dire qu'on est déjà dans des situations de nomadisme. Le télétravail, c'est qu'un point supplémentaire dans ces situations de nomadisme. Donc, ça ne change pas la donne complètement. Alors, pour terminer, juste ce petit tableau que je vous ai mis, enfin, voilà, l'idée de la contractualisation, c'est quoi? C'est quelle méthode pour la suite, en fait, hein? Bon, généralement, comment ça se passe? C'est sur le déploiement du télétravail. Donc, déjà, mise en place d'un comité de pilotage hein, composé des acteurs de l'organisation. Donc, ça se fait de la même façon public-privé. Hein, il n'y a pas de différence majeure. Donc, c'est à vous de déterminer la composition de votre comité de pilotage, DRH, DSI, les organisations syndicales ou non. La médecine du travail, de nommer éventuellement un référent télétravail. Donc, ça veut dire que ça vaut le coup d'avoir un référent unique dans chaque organisation, qui souvent dépend évidemment de la DRH, hein, et qui est la personne à qui s'adressent les différentes personnes et qui fait un peu le lien entre tous les acteurs du projet. Donc après, l'idée, c'est de définir, c'est l'étape 2, un scénario court et long terme, hein, donc court, moyen et long terme d'ailleurs. Donc le scénario, c'est quoi? C'est définir des critères d'éligibilité. Hein, voilà, en réfléchissant, est-ce qu'on définit à des critères d'éligibilité au poste ou aux tâches? Ça, c'est une vraie question qu'il faut se poser en amont. Au poste, ça veut dire qu'on va interdire certains profils de poste de télétravailler, par exemple les agents d'accueil. Aux tâches, ça veut dire qu'on va autoriser le télétravail pour un agent d'accueil sous condition qu'il ait certaines tâches qui peuvent être regroupées sur une même journée et exercées en télétravail. Ça change quand même pas mal la donne si on le voit sous cet angle-là. Donc voilà, après, on peut définir une méthode de sélection. Hein. Nous, on a travaillé pour des organisations qui ont mis en place des méthodes de scoring. Donc, scoring, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un nombre de places limité en télétravail, si par exemple vous êtes une organisation, une entreprise de 100 personnes, que vous voulez proposer dans un démarrage le télétravail à 10 personnes, alors là, on ne parle pas évidemment de la situation de crise, hein, une situation classique, on peut tout à fait imaginer que pour ces 10 personnes-là, vous allez définir un certain nombre de critères qui vont permettre de sélectionner prioritairement certaines personnes par rapport à d'autres. Donc, les critères, ça pourrait être notamment la distance domicile-travail, c'est ce qu'on retrouve la plupart du temps, le temps de transport, mais ça pourrait être aussi, par exemple, des critères sociaux, support de famille, famille nombreuse, voilà. Enfin, après, c'est l'employeur qui va définir ses propres critères. Donc ça, c'est la première question à se poser. La seconde question sur le scénario, c'est les modalités d'exercice. Hein. Bon, c'est une question vaste, mais il y a pas mal de choses à définir. Quelles sont les formules que vous allez proposer, jour fixe versus jour flottant, ou les deux, ce qui est possible. Alors, qui est possible et qui n'est pas cumulable pour le secteur public, hein, juste pour la précision, c'est-à-dire dans le secteur public, on ne peut pas cumuler des jours fixes et des jours flottants. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Les horaires en télétravail, est-ce que vous allez avoir les mêmes horaires qu'au bureau ou est-ce que vous allez avoir des horaires légèrement décalés, sans évidemment rentrer dans des choses complètement atypiques, hein, des styles travail de nuit par exemple, ce qui évidemment n'est pas souhaitable et n'est pas permis, n'est pas autorisé. Comment vous allez, quelle est la durée de l'expérimentation? Donc ça veut dire, est-ce que vous allez contractualiser sur une période d'un an par exemple, ce qui est possible public-privé, ça c'est vous qui le définissez. Quel planning de déploiement, voilà, avec quel effectif et quel rôle des encadrants. Je pense que je l'ai dit tout à l'heure, mais ça c'est primordial, c'est les encadrants pour moi ont un rôle central dans un projet de télétravail. Le point C, c'est l'outil technique, hein, donc hard, soft, téléphonie, ça veut dire on va tester son matériel informatique, on va tester ses logiciels et on va tester son matériel téléphonique.
Voilà, c'est les 3 composantes d'un projet de télétravail. Souvent, on parle de matériel informatique et de téléphonie, mais pas forcément d'outils. Or, on voit bien aujourd'hui que ce qui permet d'être productif, efficace en situation de télétravail, c'est quand même des outils adaptés. Nous, on en cite 5. Hein. Vous avez un chat, une messagerie instantanée. Vous avez un outil de visio, de webconférence ou d'audioconférence. Hein. Vous avez un outil de travail collaboratif à distance type Office 365. Voilà, qui permet de partager un document, de le mettre dans le cloud. Vous avez un outil de partage d'écran et vous avez ce qu'on appelle une to-do list partagée, c'est-à-dire un outil de gestion de tâches qui va permettre de faciliter en fait, le lien entre le télétravailleur, son encadrant et son équipe. Voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce n'est pas forcément indispensable. Mais le chat, par exemple, si vous n'avez pas le chat en situation de télétravail, vous allez communiquer avec le téléphone et avec le mail. Or, le téléphone et le mail, ils permettent d'avoir certaines formes de communication, mais pas toutes. Voilà, donc il manquera quelque chose. Et on le voit bien actuellement. Nous, on est passé dans des organisations où ils n'avaient pas déployé de chat et où, en situation de télétravail, tout le monde communiquait avec WhatsApp. Donc ça marque quelque chose, quoi, si vous voulez. C'est-à-dire quand vous mettez en place WhatsApp pour communiquer avec des personnes, avec l'équipe, avec un encadrant, ça montre qu'il y a un outil qui manque. Voilà. Et je pense qu'il est quand même, en termes de sécurité, il est quand même préférable que l'employeur déploie son propre outil que de travailler sur WhatsApp. Enfin, en tout cas, moi, je le pense fortement. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça ou est-ce que c'est… Alors oui, par rapport au point B, on nous demande quel est le volume de jours mensuels habituellement constaté dans le secteur public, pour avoir une idée. Alors, jour mensuel, on est souvent sur des bases de 4 jours mensuels. Généralement 4 jours, bon, ça peut aller un peu plus loin. Alors, tout dépend en fait le nombre de jours fixes. Si vous avez les 2 formules, on calcule généralement le nombre de jours flottants par rapport au nombre de jours fixes. Je m'explique. Si vous êtes sur une base d'1 jour fixe par semaine, on sera sur 4 jours flottants par mois. Si vous êtes sur une base de 2 jours fixes par semaine, on sera sur une base de 8 jours flottants par mois. Voilà. Et juste, je précise ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais les jours flottants peuvent être pris ou pas. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas intéressé du tout par le télétravail peut très bien ne prendre aucun jour sur une année, aucun jour de télétravail. D'accord. Donc, à propos des jours flottants, on a Catherine qui nous dit qu'il lui semble que depuis le décret, le cumul des jours réguliers et flottants est possible. A priori, non. Alors, à revérifier, mais nous, ce qu'on a lu, c'est qu'on pouvait choisir une formule de jour fixe ou une formule de jour flottant, mais pas cumuler du jour fixe et du jour flottant. Voilà, a priori. Maintenant, à revérifier. D'accord. Donc ça revient sur le sujet tout à l'heure des inégalités. Le télétravail augmente encore le fossé entre col blanc et col bleu. On nous demande s'il y a des études à ce sujet. Alors, col blanc ou col bleu, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Pour moi, non, le fossé, il ne se creuse pas là. Il peut se creuser ailleurs, ok, mais il ne se creuse pas là. Encore une fois, hein, je le redis, mais quand on passe dans des organisations sur lesquelles le télétravail est mis en place uniquement pour certaines catégories socio-professionnelles, c'est quelque chose. Le premier discours qu'on tient, ça ne pourra pas marcher sur le long terme. Parce que vous n'allez pas avoir d'ancrage de la pratique du télétravail, parce que vous allez avoir un rejet de la part de certaines catégories, parce que pour que le télétravail soit pris en compte partout, il faut qu'il soit accepté aussi et mis en œuvre pour toutes les catégories socio-professionnelles. Par contre, comme on le disait tout à l'heure, évidemment, vous avez un fossé qui peut se creuser entre des postes éligibles et des postes non éligibles. Voilà. Enfin, je l'ai déjà traité, donc je ne vais pas y revenir. Ouais, donc la remarque suivante allait aussi dans ce sens de rupture d'équité avec entre là les travailleurs qui ont des tickets restaurants et ceux qui n'ont rien quand ils sont rattachés à un site avec restaurant d'entreprise. Alors, ticket restaurant, je le rappelle, jurisprudence qui dit qu'ils sont dus en situation de télétravail, ce qui n'est pas forcément très logique, hein, si je peux me permettre, parce que normalement, les tickets restaurant à la base a été déployé pour les personnes qui ne pouvaient pas manger chez eux. Ça, il faut quand même bien se le rappeler à la base. Hein. C'est-à-dire que ça veut dire qu'en théorie, on pourrait tout à fait imaginer un employeur qui supprime les tickets restaurants à partir du moment où la personne télétravaille depuis son domicile. Bon, dans la pratique, on l'a dit, la jurisprudence dit bien que ce n'est pas possible et que les tickets restaurants restent dus. D'accord ? Donc, je le redis, je l'ai dit tout à l'heure et je le redis maintenant, les tickets restaurants restent dus. Alors, les situations de crise où on vit le télétravail à temps plein sont des situations dérogatoires. Donc là, du coup, je ne saurais pas vous dire effectivement quelle règle peut s'appliquer. Mais en situation classique de télétravail, les tickets restaurants restent dus. On n'a pas d'autres questions. Ok.
Alors, je vais juste terminer là-dessus, juste la contractualisation, hein, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Hein. Bon, déjà définir le budget, le planning, pardon, sur le scénario, hein, c'est un point important. Le budget, le télétravail, c'est un coût. Enfin, on le voit bien en ce moment. Il faut payer des ordinateurs, il faut payer des téléphones, des contrats d'abonnement. Donc, il y a forcément un coût. Maintenant, ce qu'on aimerait parfois, c'est qu'on mette en place un vrai calcul sur le retour sur investissement. Ce qu'on a fait là aussi, on a développé en fait une méthode de calcul d'impact du télétravail pour le CGET, le Commissariat général à l'égalité des territoires, et on avait beaucoup analysé en fait les indicateurs d'impact du télétravail. Je vous garantis que mettre en place le télétravail uniquement sur cette question du coût, hein, c'est un vrai bénéfice à court terme pour l'employeur. Enfin, ça, il faut en être totalement persuadé. Enfin, pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure, hein, parce que déjà, avoir 10 à 15% de productivité, si vous le ramenez au coût horaire d'un salarié, voilà, forcément, ça va être une économie, on est bien d'accord. Mais au-delà de ça, enfin, je veux dire, c'est une modernisation des outils de travail, c'est un changement des méthodes de travail, enfin, il y a plein de choses. C'est un outil de qualité de vie au travail, un outil de RSE, c'est à la croisée de plein de problématiques importantes et intéressantes des entreprises, publiques et privées. Donc, il y a un vrai retour investissement à attendre du télétravail. Et ce qui serait intéressant, ça serait, au bout d'un an de fonctionnement, de calculer vraiment ce retour d'investissement, ce que font peu d'organisations. Voilà. Mais qui serait vraiment très, très intéressant à mettre en place. Voilà. Et donc, le dernier point, comme je disais, un accord ou une charte de télétravail. Donc, pour moi, ça, c'est la base un peu d'un projet. Bon, éventuellement, la convention individuelle ou une autorisation temporaire de télétravail avec une validation en instance, un FCT, CHSCT pour le secteur public, comité social et économique pour le secteur privé, qui permettent en fait de partager le projet. Alors, après, en amont, il faudrait bien réfléchir à comment on organise le projet. Nous, on a tendance à dire évidemment qu'il faut associer tous les acteurs. Donc, c'est toujours très intéressant d'avoir les représentants des organisations syndicales dès le démarrage. Voilà. Toutes les organisations ne souhaitent pas le faire. Voilà. Mais nous, on le conseille parce que je pense que le télétravail, c'est vraiment quand même l'un des seuls sujets sur lesquels on peut arriver à un consensus. Tout le monde, au final, si on pose des règles, si on définit des conditions, on peut avoir un vrai consensus sur les questions de télétravail. Enfin, nous, on l'a testé tous les jours. Hein. On a travaillé avec toutes les organisations syndicales, on a fait du passage en instance, on a fait de la négociation avec certaines organisations. Alors, vous avez parfois des positions individuelles qui sont un peu tranchées sur le télétravail, hein, mais globalement, quand on explique comment ça peut se mettre en œuvre, ce qu'il faut éviter, et notamment le télétravail à temps plein, hein, pour plein de raisons, on est quand même sur des bases qui restent quand même assez partagées à la fois par les directions et par les organisations syndicales globalement. Voilà, je vais conclure là-dessus. Hein, juste, on fera peut-être quelques questions-réponses après, mais pour terminer, ce que je voudrais dire, et j'espère que c'est ce que j'ai pu vous en convaincre peut-être quelque part, c'est que le télétravail pour moi, c'est au-delà du télétravail, c'est-à-dire le télétravail, c'est un terme dont on parle depuis 1981. C'est un terme qui a été inventé par un Américain en 1981, le télétravail. Donc évidemment, c'est un terme qui ne veut plus du tout dire aujourd'hui grand-chose, parce que c'est bien au-delà de ce qu'on imaginait il y a 20 ou il y a 30 ans. Mais ça pose quand même des questions essentielles, qui sont la question du lieu de travail. C'est-à-dire où c'est qu'on a envie de travailler, où c'est qu'on travaille. Et là, je vous incite à faire une enquête interne sur est-ce que le bureau aujourd'hui reste le meilleur endroit pour travailler. Voilà. Parce que nous, dans toutes les formations, on entend des salariés qui nous disent, du public comme du privé, moi, j'arrive plus à travailler en bureau parce qu'on est à 3 ou 4, parce qu'il y a des conversations, parce que tout le monde vient toquer, parce qu'on n'arrive pas à se concentrer. Donc ça, la question du lieu de travail, elle est centrale pour moi. Dans quel temps? Le temps, ça pose la question des horaires. On a parlé d'horaires décalés. Mais pour moi, le télétravail, ça doit poser la question des horaires. Parce que quand quelqu'un évite une heure de trajet le matin et une heure le soir, c'est complètement illogique de continuer à lui demander de poursuivre sur les mêmes horaires qu'au bureau. Parce qu'il aura envie d'amener ses enfants à l'école, ce qui est tout à fait entendable. Donc, il voudra peut-être commencer un peu plus tôt, un peu plus tard, j'en sais rien. Il aura peut-être envie d'aller les chercher entre midi et deux, j'en sais rien. Enfin, voilà, il faut que l'employeur accepte aussi de réfléchir à une vraie conciliation des temps sociaux. Voilà, une vraie conciliation des temps sociaux, temps professionnel et temps personnel. Et ça passe aussi sur la réflexion sur le temps. Une réflexion sur les outils, hein, bon voilà, je crois l'avoir dit, ça reconfigure entièrement l'environnement de travail, forcément. Quelle organisation individuelle et collective, pour quels objectifs? Ça, c'est une question que je n'ai pas posée depuis le démarrage, mais qui est évidemment centrale aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on veut faire du télétravail? Nous, on préconise une relation gagnant-gagnant, c'est-à-dire gagnant pour les salariés, gagnant pour l'organisation. Donc ça, il faut le construire. Hein.
qu'est-ce qu'on cherche à faire du télétravail et pas uniquement sur la base d'un outil de qualité de vie au travail. Parce que pour moi, il y a plein d'autres avantages qui peuvent être mis en avant. Voilà, avec quelle perspective d'évaluation et d'évolution, sur la base de quel scénario, hein. Je vous ai mis une petite maxime qui veut tout dire à la fin. Face au monde qui change, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement. Voilà, c'est ce que je pense foncièrement, c'est-à-dire que c'est peut-être le moment de penser le changement et d'envisager d'autres façons de travailler en termes de lieu, en termes de temps, en termes d'organisation aussi. Voilà, je suis à votre disposition si vous avez des questions. On est à la demi, donc on peut prendre 5 minutes de plus si vous voulez pour répondre à quelques questions. Jean, on vous remercie pour cette belle maxime très actuelle. Ensuite, on Très nous actuel, demande je ne sais pas, mais si l'employeur peut refuser le télétravail pour des raisons philosophiques, convictions personnelles, comment le convaincre que le télétravail est compatible avec le service public? alors déjà, je l'ai dit, hein, aujourd'hui, il y a une obligation d'objectiver un refus de télétravail, donc les convictions philosophiques, dire j'y crois pas ou ça peut pas marcher, ou voilà, tant que vous l'avez pas testé, vous savez pas. Donc ça paraît assez compliqué quand même pour un employeur de pouvoir justifier d'un refus de télétravail sur ces bases-là. Donc après, comment convaincre un employeur qui n'y croit pas? Moi, je pense que c'est les témoignages. Enfin, les témoignages, pas d'un consultant, évidemment, parce que moi, on va m'accuser de prêcher pour ma paroisse, mais je pense que ce qui marche le mieux, c'est vraiment d'aller voir ce qui se passe ailleurs, quoi. C'est-à-dire, globalement, on l'avait envisagé d'ailleurs pour cette conférence, bon, on l'a organisé rapidement, donc ça n'a pas été possible, mais d'avoir le témoignage d'un DRH qui a mis en place le télétravail, soit dans le public, soit dans le privé, et qui rapporte au bout de quelques années, hein, pas uniquement au bout de 6 mois ou d'1 an, mais de quelques années de pratique, tout ce que ça a entraîné en termes de réorganisation, de changement, de bénéfique, hein, je veux dire, peut-être aussi de risque parfois, mais bon, chaque projet a ses risques, donc je veux dire, on peut pas éliminer tout risque non plus, quoi. Donc voilà, mais ça me paraît intéressant d'avoir un témoignage de quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur, quoi. Voilà. Je crois que parmi tous les M-Pro, le témoignage le plus négatif, c'est d'avoir justement ouvert le télétravail sur 4-5 jours. Et Ah oui. là, la difficulté, c'est faire revenir les salariés sur site pour la cohésion d'équipe qui est insuffisante quand on atteint 5 jours de télétravail. Mais d'un autre côté, je me demande si les salariés, enfin beaucoup de salariés sont quand même d'accord avec ça, hein, je pense. Parce que moi, quand je lis des études dans les médias là, qui paraissent actuellement, on entend beaucoup de choses sur des salariés qui disent j'en ai marre, j'en peux plus. Enfin, nous, ça nous inquiète beaucoup d'ailleurs, hein, parce qu'on se demande du coup si le télétravail, que va devenir le télétravail après ça. Oui. Mais on l'a dit, je le redis, le télétravail, dans le mode actuel, c'est pas du télétravail pour nous. C'est vraiment un mode dégradé, un mode qui n'est pas conseillable. Donc, je pense qu'il faut aller vraiment vers autre chose, vers un système de télétravail qui soit un système ajusté, adapté, réglementé. Enfin voilà, il y a tout un tas de garde-fous à poser pour plein de raisons. Et ce qu'on vit actuellement n'est pas du télétravail pour moi. Voilà. C'est bien pour ça qu'on a proposé ce webinaire, parce qu'on savait que tous vous aviez mis le télétravail en vitesse accélérée, mais on sait qu'il y a un après et qu'il faut arriver à réorganiser, formaliser les choses et puis prendre du recul et de l'expérience sur ce qui a été fait sur cette période de crise. Alors, pour information d'ailleurs, juste sur le petit sondage qu'on a fait en introduction, hein, est-ce que vous avez déployé le télétravail avant la crise? On a 63% de non, 38% de oui. Est-ce que vous l'avez déployé depuis la crise? On a 75% de oui, 25% de non. Je ne sais pas si vous voyez, du coup, non, vous ne voyez pas les résultats. Est-ce que vous pourrez nous l'envoyer, Pascal? Oui, bien sûr, ouais, bien sûr. Super. Pour quel pourcentage de votre effectif? Donc, on est actuellement entre 29%, soit entre 75 et 100%, 21% entre 51 et 75%. Comment envisagez-vous de gérer la suite de cette crise? Nous allons arrêter le télétravail 4%. Le télétravail va se poursuivre tant que la crise continue 63%. Le télétravail va se poursuivre après la fin de crise 42%. Donc là, c'est uniquement les personnes qui ont participé à ce webinaire. Et si vous avez mis en place le télétravail, quel est votre avis général? Neutre 13%, positif 88%, négatif 0%. Voilà, enfin là, alors attendez, je vais d'ailleurs essayer, je ne suis pas un spécialiste après de Zoom, mais je vais essayer de partager les résultats pour que tout le monde puisse bien vérifier. Voilà, donc les résultats du sondage qui avait été réalisé en introduction. Super. Pascal, est-ce que vous pouvez nous redonner le lien pour récupérer le support? Alors, je vais vous le remettre à l'écran. On va revenir au premier slide où il était noté. Voilà.
Vous l'avez à l'écran. Voilà, c'est citica.com/smmag. Vous cliquez là-dessus. Normalement, vous cliquez là-dessus. Vous n'allez pas pouvoir cliquer maintenant, mais vous le tapez dans votre navigateur en tout cas, et vous allez arriver sur la page sur laquelle vous allez avoir le support PDF en téléchargement. D'accord. Une dernière question, peut-être, on nous demande où est-ce qu'on peut trouver des chiffres estimatifs de l'augmentation de la productivité, qui serait un bon argument auprès des employeurs. Alors, vous avez pas mal d'études qui sont sorties sur le télétravail en France, au Canada. Enfin voilà, donc toutes vont dans le même sens. Vous en avez plusieurs. Alors, en fonction de votre secteur, hein, secteur public ou secteur privé, vous avez des études sur le télétravail dans la fonction publique qui ont été faites par le CNFPT, par le commissariat général, alors j'ai plus le nom en tête, de la fonction publique. Enfin bon, voilà. La DGAFP a fait un rapport aussi sur le télétravail sur lequel ces questions-là sont évoquées. Donc, pour le secteur public, tournez-vous vers ces sources-là. Pour le secteur privé, vous avez de nombreuses études là aussi qui sont sorties dans des réseaux de recherche, dans des enquêtes auprès d'entreprises. Le MEDEF et la CGPME en ont fait aussi. Après, vous tapez productivité, télétravail dans les moteurs de recherche, vous allez trouver plein de choses là-dessus et franchement, toutes vont dans le même sens. Hein, donc, il n'y aura pas trop de difficultés à trouver des sources là-dessus. Après, vous pouvez nous contacter aussi. On peut répondre à certaines de vos questions et vous envoyer des documents complémentaires si besoin. D'accord. Il est 15h37. C'est peut-être l'heure de se quitter. On a déjà des personnes qui ont quitté la réunion. On vous remercie beaucoup. Merci Pascal pour votre intervention très riche et pour avoir fait d'autres webinaires complémentaires à ce que j'avais pu voir sur d'autres interventions. Merci à tous ceux qui sont intervenus, les établissements MPRO ou pas. Et on est à votre disposition pour toute information complémentaire. Et on rappelle qu'on va donc mettre la vidéo en ligne, mais je pense que ça va être la semaine prochaine. On vous enverra un mail pour vous dire où la trouver. Et puis, on va essayer de faire une petite foire aux questions pour reprendre les réponses aux questions posées. Merci à vous, merci de votre participation et bonne Merci. Continuation sur les questions de télétravail. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.